comme la dernière fois, il y a quelques bouquins là, nous en avons distribué 30 de chaque la dernière fois, 30 Hamlet et 30 séminaires la dernière fois, donc il en reste 10. C'est d'abord pour les gens qui pourraient pas les acheter ou pour qui c'est cher. Voilà. Et s'il en reste, ben, les autres peuvent se servir. On verra ça à la fin, hein. Combien d'entre vous ça a intéressé pour l'avoir, le bouquin, le séminaire? Ah oui, quand même, oui. Oh, ben, ils sont pratiquement partis, les 10, hein. Parce qu'il y a 10 Hamlet, hein. Vous avez le droit à 2 livres, hein. La pièce d'Hamlet et le séminaire. Mais on fera ça à la fin, vers moins le quart, moins 10 par là, à peu près, hein. De manière à laisser l'amphithéâtre à la personne qui ferme la salle. Voilà. Que je n'ai pas envie d'embêter. Donc aujourd'hui, on fait le chapitre 14 du livre 6 de Jacques Lacan, le séminaire qui s'appelle Le désir et son interprétation. Bon, la dernière fois, on a déjà abordé pas mal la pièce de Shakespeare, mais on va l'aborder encore aujourd'hui, puisque Lacan revient dans les grandes largeurs dessus, et pas seulement sur la pièce Hamlet, il revient aussi sur 2 autres pièces. Des pièces qui sont connues, hein, mais moins lues qu'Hamlet, forcément. Moins lues que le Roi Lear ou des choses comme ça. Mais qui sont quand même assez connues, comme la 12e nuit de Shakespeare, et Troilus et Cressida. C'est deux pièces de Shakespeare qui sont intéressantes aussi. C'est des pièces plus petites, hein, plus courtes, beaucoup plus courtes qu'Hamlet. L'intrigue est peut-être moins puissante, encore que. Et il y en a une, la 12e nuit, qui est plutôt une pièce joyeuse, fraîche, qui se termine de manière heureuse, alors que Troilus et Cressida, c'est sombre, vulgaire, c'est l'horreur, la haine, la trahison, etc. C'est que les sentiments nobles qui sont trahis dans Troilus et Cressida, qui se passe pendant la guerre de Troie. La guerre de Troie. J'en dirai 2 mots si j'ai le temps de ça, de ces 2 pièces-là que Lacan évoque, hein, assez largement dans ce chapitre-là. Il évoque tellement de choses que c'est un chapitre énorme, hein, énorme, et où il y a des inférences, des références et des inférences extrêmement nombreuses. Donc on ne peut pas toutes les aborder, hein, c'est pas possible, il y en a beaucoup trop, quoi. Il y a beaucoup trop de personnages qui sont cités, de bouquins, comme toujours chez Lacan, hein, qui avait une culture colossale. Et il faut quand même bien se mettre en tête que Lacan, il avait pas Internet, hein. Il n'avait pas Internet, il n'avait pas de téléphone portable. Et ça. Donc toutes ces références-là, il allait dans des bibliothèques, il allait chez des amis, il allait chez des philosophes, il allait chez des psychanalystes. C'était un travail monumental, vous vous rendez compte d'être aussi référencé en n'ayant aucun accès numérique que nous avons actuellement. Ça ne devait pas être de la tarte quand même, hein. D'ailleurs, il le disait, hein, il a dit plusieurs fois à son séminaire, si vous saviez la peine que ça me donne. Il a dit ça plusieurs fois. Et on peut le comprendre. Parce que ça devait être énormément de travail. Et il travaillait tout le temps. Il travaillait tout le temps. On le présente souvent comme un dandy dilettante, mais il n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Un peu dandy peut-être, dilettante sûrement pas. Parce qu'il était à la fois psychanalyste, installé rue de Lille à Paris, et il faisait son séminaire. Donc il bossait tout le temps. Il bossait tout le temps. Il demandait beaucoup de peine, comme il le disait lui-même. Comme il l'avouait lui-même. Donc ce chapitre-là, il s'appelle le piège à désir. Le piège à désir. C'est important parce que le piège à désir, eh bien, c'est justement dans quoi est tombé Hamlet. Hamlet, il était en arrêt dans la mission qu'il devait accomplir. Je rappelle, pour ceux qui étaient pas là la dernière fois, c'est que Hamlet, il est censé venger son père, qui s'appelait Claudius, qui était le roi, et au Danemark, au château d'Elseneur. Il devait le venger parce que le roi avait été tué par son frère, Claudius, le traître Claudius, l'immonde Claudius, et avait tué Hamlet père, et Hamlet père réapparaît sous la forme d'un fantôme, d'un spectre, dans les hauteurs du château, à Hamlet et à d'autres personnes d'ailleurs, pas seulement à Hamlet, mais Hamlet, il lui commande de le venger. C'est pas la première chose qu'il dit d'ailleurs, hein. Il dit autre chose, je vous en parlerai tout à l'heure.
c'est pas, tout le monde croit que le premier commandement qu'il fait, c'est ça. Il faut que tu me venges. Ben non, justement, c'est pas la première chose qu'il dit à son fils. Il dit autre chose. Il parle de la mère. Mais ce commandement, eh bien, voilà, la pièce d'Hamlet tourne autour du fait que ce commandement, Hamlet n'arrive pas à le produire, si vous voulez. Il n'arrive pas à tuer Claudius. Le commandement, il est interdit, inhibé, dans ce commandement qui lui vient de son père, qui lui demande de toute hâte d'oxyre Claudius. Alors, à la fin de la pièce, dans une espèce de carnage général, il arrive à tuer Claudius, un peu par accident d'ailleurs, mais tout à fait à la dernière seconde, je dirais, de la pièce. Parce que pendant toute la pièce, il procrastine, il n'y arrive pas. Il est dans ce que Lacan appelle, et d'autres personnes aussi, la pensée infinie. C'est-à-dire qu'il pense tout le temps, il réfléchit tout le temps, et de ce fait, il est interdit devant l'acte qu'il a à commettre. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Voilà, c'est le gros problème de toute la pièce, et c'est ça. Hein. C'est le fait qu'Hamlet ne peut pas agir. Il ne peut pas tuer son père. Il a toujours le bras qui est arrêté. Il y a un moment où il croit l'avoir tué, parce qu'il embroche quelqu'un derrière une tenture. Ah, il se dit, ça c'est Claudius à tous les coups. Il l'embroche. Manque de peau, c'était pas Claudius. Alors il avait tué Polonius, qui était l'intendant du roi, bon, qui a fait les frais de l'erreur d'Hamlet. Ceci dit, Hamlet n'en avait rien à foutre d'avoir tué Polonius. Hein. Il faut bien croire, Hamlet était très froid. Et beaucoup de gens disaient, dans l'interprétation qui en était faite de Hamlet, ah ben Hamlet, il tue pas son père parce que c'est quand même difficile de tuer quelqu'un, etc. L'acte de tuer, c'est compliqué, etc. Pas du tout. Hamlet, ça lui posait aucun problème de tuer. Il pouvait tuer 25 personnes dans la journée, aucun problème. Aucun remords, aucun. C'est pas ça qui l'arrêtait, c'était pas du tout ça. C'était d'un autre ordre. C'était pas la loi, quoi, qui l'arrêtait, si vous voulez. C'était pas la législation. Ni même la moralité. Ni même la moralité, hein. Lacan le dit ça dans le chapitre, hein. Il dit la moralité, il n'en avait que faire. Et donc, tuer son père, l'acte lui-même, ne lui aurait posé aucun problème. Alors Lacan, évidemment, pose la question, mais alors pourquoi ne le fait-il pas? Voilà, pourquoi ne venge-t-il pas son père? Ben, tout le séminaire est autour de ça. Donc on a déjà évoqué pas mal de choses la dernière fois, et donc on poursuit dans cette veine-là aujourd'hui, de savoir pourquoi il n'agit pas, pourquoi il est interdit, inhibé. Alors il parle d'une chose qui nous aide un petit peu à comprendre ce que ça veut dire piège à désir. Il évoque un rêve fait par une dame qui était une psychanalyste anglo-saxonne, plus jeune que Freud, hein, de la génération entre Freud et puis les suivants, qui s'appelle Ella Sharp. Alors maintenant, elle est moins connue, mais enfin, elle était quand même très connue, Ella Sharp. E2LA, et puis Sharp, c'est S-H-A-R-P-E, Ella Sharp, anglo-saxonne, anglaise en vérité. Et donc, Ella Sharp, elle avait fait un rêve où elle voyait un cheval avec des défenses, un cheval avec des sortes de défenses d'éléphants. Voilà. C'est Lacan qui en parle de ce rêve-là. Hein. Donc, je vous écris Ella Sharp, parce que c'est d'elle dont il parle en premier. Et son rêve, c'est un cheval avec des défenses type défense d'éléphant. Donc c'est curieux quand même, parce que des chevaux avec des défenses, il n'y en a pas. Donc c'était un monstre. C'était un monstre. C'est un monstre, une créature inquiétante, particulière. Et donc, ce que dit Lacan, c'est que, bon, cheval, on comprend, ça c'est OK. Défense, on comprend, c'est OK. Mais cheval avec des défenses, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et donc, cette proposition-là, cheval avec des défenses, eh bien, comme dit Lacan, ça appelle tout de suite une interprétation. Ça appelle une interprétation. On a envie d'interpréter, de savoir pourquoi elle a rêvé de ça. Pourquoi est-ce qu'elle a associé cheval à défense? Et ce que dit Lacan, c'est que finalement, même en cherchant bien, on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi il y a cette association-là. Ça reste énigmatique. C'est une énigme. C'était une énigme pour Ella Sharp,
Et Lacan dit, oui, c'est une énigme. Il n'y a pas à s'embêter à faire des interprétations douteuses à l'infini, parce qu'on pourra en faire à l'infini, bien sûr, on pourra en faire des interprétations, mais elles ne vaudraient rien, parce qu'il aurait fallu que ce soit la Sharp elle-même qui élabore autour de ça. Comme elle ne l'a pas fait vraiment, on n'a pas la clé. Sa clé à elle, en tout cas. Et donc, du coup, comme ça appelle une interprétation, eh bien, Lacan dit, nous désirons interpréter. Il y a du désir là-dedans. Voilà, le désir est convoqué. Le désir est convoqué devant ce monstre avec des défenses, ce cheval avec ses défenses. Le désir est là convoqué. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est énigmatique. Parce que l'interprétation ne se livre pas. Et donc, entre cheval et défense, il y a une faille. Lacan dit il y a un écart. Il parle d'écart. Et c'est cette faille, cet écart, qui nous attire comme un trou noir, si vous voulez un petit peu. Hein. On est attiré comme un trou noir dans le cosmos. Et donc, nous cherchons à comprendre. Mais le problème, c'est que nous ne comprenons pas et nous sommes sans cesse renvoyés à notre désir. Nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Alors, c'est pas pour rien s'il évoque cette histoire qui est facile à comprendre, hein, qui est simple. C'est pas pour rien, c'est parce que Hamlet est exactement confronté à ça. Hamlet, il est pris dans un désir qu'il ne peut pas régler. Quel est son désir à Hamlet? Il est multiple, mais quand même. Il a deux axes aussi, comme le cheval et les défenses. Il a, d'un côté, il y a Ophélie qui est son amoureuse à Hamlet, hein. Enfin son amoureuse, pas longtemps, parce qu'il la répudie, vous savez bien. Il lui dit, tu ferais mieux d'aller au couvent. Il n'était pas très élégant, Hamlet, hein. Il était assez agressif. Oui, il était carrément agressif, Hamlet, hein. Et pas bercé par les sentiments les plus tendres. On ne peut pas dire ça. Donc il lui disait, je ne t'aime pas, épouse, c'est ça, vous vous rappelez la dernière fois, je vous l'avais dit, hein, il lui avait dit, épouse plutôt un crétin. Parce que comme ça, au moins, il ne deviendra pas pervers. Parce que avec toi, ils deviendront tous pervers. Donc épouse un crétin, il ne sera pas assez intelligent pour devenir pervers. Ouais, c'était ça, vous voyez un peu la mentalité d'Hamlet, spécial Hamlet quand même, hein, comme mec. Donc Ophélie, et puis sa mère. Et puis sa mère à Hamlet. Parce qu'il a un gros problème avec sa mère aussi. Hein. Il a un gros problème avec sa mère parce que d'une part, sa mère s'est mariée avec le meurtrier. Le meurtrier de son père s'appelait Claudius. Je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Le meurtrier de son père s'appelait Claudius. Et la mère d'Hamlet s'est mariée avec lui. Gertrude, elle s'appelle. Gertrude. Et Hamlet, il est furieux du remariage de sa mère. Il ne supporte pas qu'elle soit du côté de Gertrude. Alors, quel est le problème, quelle est l'énigme du désir d'Hamlet? C'est que de l'autre côté, il doit venger son père. Voilà. Venger son père. Tout le séminaire est là. Tout le séminaire est là. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Et donc là, il y a aussi une faille, comme entre le cheval et puis et les défenses, il y a aussi une faille là, un écart, qui attire Hamlet de manière constante pendant toute la pièce, et il ne peut pas faire son choix. Il ne peut pas choisir. Il ne peut pas choisir. Il est ambivalent, il balance tout le temps. Il balance tout le temps. Et donc Claudius, évidemment, se méfie beaucoup de lui. On verra ça tout à l'heure. Parce que Claudius a bien compris que, éventuellement, Hamlet avait un noir dessein à son égard. Un sombre dessein à son égard. Et donc, on verra tout à l'heure qu'il le fait espionner, tout ça, par des sbires qui sont plus ou moins des amis douteux d'Hamlet, qui s'appellent, je vous donne leur nom parce que c'est compliqué, leur nom, je ne l'écris pas parce que, qui s'appellent Guildenstein et Rosencrantz. Voilà, les amis d'Hamlet s'appellent comme ça, Guildenstein et Rosencrantz, et ce sont des amis véreux, pas fiables du tout, qui sont des espèces d'agents doubles, des traîtres, qui sont aussi bien du côté d'Hamlet que du côté de Claudius. Donc Hamlet s'en méfie beaucoup. Mais il s'en sert quand même un petit peu pour épier
pour épier Claudius, et pour savoir qu'est-ce que Claudius voudrait, parce que si Hamlet, il faut savoir que si Hamlet doit tuer Claudius du fait du commandement du père, et bien de son côté, Claudius, il n'a qu'une idée, c'est de supprimer Hamlet. Ça, faut aussi le savoir. Hein. Claudius, il n'a qu'une idée, c'est supprimer Hamlet. Et d'ailleurs, à la fin de la pièce, Hamlet s'en va en Angleterre avec une lettre de Claudius. Claudius lui dit, va-t'en en Angleterre. Il donne une lettre. Et dans cette lettre, il y a écrit ni plus ni moins qu'il faut que Hamlet soit tué dès qu'il arrive en Angleterre. Vous voyez un petit peu que les idées de Claudius étaient sombres aussi, étaient noires. Hein. Il était aussi noir l'un que l'autre. Et en fait, Hamlet n'a pas été tué en Angleterre parce qu'il n'est pas arrivé en Angleterre. Heureusement pour lui, il y a eu un naufrage. Il y avait un naufrage raconté par Shakespeare. Et grâce à ce naufrage, il a pu revenir tout à fait à la fin de la pièce, au moment de l'enterrement d'Ophélie, etc. Voilà. Pour vous situer un petit peu le contexte. Parce que ce chapitre foisonne de références et tout ça, donc c'est un peu difficile d'ordonner les choses et puis d'être très clair dans un chapitre aussi complexe et aussi référencé. Hein. Surtout qu'il y a certains passages qui sont d'une très grande complexité, honnêtement. Je vais quand même vous les expliquer, bien sûr, hein. Bon, pas tous, mais ceux qui m'est semblé le plus important. Notamment quand Hamlet prononce cette phrase tout à fait énigmatique. Si vous avez lu la pièce, vous l'avez rencontré, cette phrase. Il dit le corps est avec le roi, mais le roi n'est pas avec le corps. Ceci est une petite affaire. Voilà, il dit ça, alors on peut comprendre ça. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ça a donné lieu à des flots d'interprétations, hein, cette phrase de Hamlet. Certaines plus délirantes les unes que les autres. Lacan, lui, il a son interprétation par rapport à ça. Il a la sienne, et je vous la donnerai. J'essaierai de vous la donner de manière à peu près claire, parce que c'est pas vraiment simple. Donc voilà, on en a fini avec le cheval de la Charpe. Et donc, Lacan dit, et ça colle avec ce que je viens de vous énoncer, il dit, Hamlet, c'est la tragédie du désir. Hamlet, c'est la tragédie du désir. Si on veut lire quelque chose sur le désir humain, eh ben, c'est Hamlet qu'il faut lire, hein, ça c'est sûr. Hein. Et alors, il nous rappelle que ça a été joué pour la première fois en 1601. En 1601. Donc c'est une date qui n'est pas anodine, parce que 1601, c'était à l'époque Élisabeth Ière qui régnait. Pas Élisabeth II, hein. Élisabeth II, c'était contemporain. Élisabeth Ière, qui était appelée la Reine Vierge, pour diverses raisons. Parce que sous son règne, tout allait bien. On a parlé de règne cristallin concernant Élisabeth Ière, de règne cristallin. Les choses allaient bien, le royaume était heureux, etc. C'était une Tudor, elle, la dynastie des Tudors. Elle était éclairée, lumineuse, intelligente, belle et tout ça, enfin, elle avait toutes les qualités. Et c'est sous son règne que Shakespeare a écrit Hamlet. C'est sous le règne élisabétain. Parce que par la suite, il y a eu alors celui qui a succédé à Élisabeth Ière, il s'appelait Jacques Ier. Lui, Jacques Ier d'Angleterre, lui, il n'était pas du tout, c'était tout l'opposé d'Élisabeth, quoi. C'était un guerrier sanguinaire, vulgaire, agressif, qui a déclenché plein de guerres, etc. Un fou furieux. Donc l'Angleterre a basculé dans une autre atmosphère à la mort d'Élisabeth Ière. Et Lacan nous rappelle, justement, je vous parlais de deux autres pièces. Lacan nous rappelle ici que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire en 1602 précisément, en 1602, qu'il a écrit, juste après avoir écrit Hamlet, il a écrit deux autres pièces. La première s'appelant La 12e nuit. La 12e nuit. Et l'autre s'appelant Troilus. Alors on peut l'écrire de manière anglaise avec un I ou un Y, ça n'a pas d'importance. Troilus et Cressida. C-R-E-2-S-I-D-A. Voilà les deux pièces qu'il a écrites et qui sont
quand même moins connus qu'Hamlet, mais qui sont quand même très joués, hein, qui sont quand même assez célèbres. Hein. C'est pas des pièces anodines comme ça. Hein. Je vais vous dire deux mots de chaque, parce que je ne vais pas les raconter, on n'a pas le temps. Hein, on prendrait toute la séance et encore, on n'aurait pas le temps. Donc la 12e nuit, ça raconte l'histoire, encore d'un naufrage. D'un naufrage. Et chez les naufragés, il y a des jumeaux. Il y a des jumeaux. Justement, il y a des jumeaux. Alors, il y a Sébastien, Sébastiane, et puis Viola. Voilà les deux personnages qui sont dans le naufrage et qui ne périssent pas. Ils ne périssent pas, ils ne sont pas noyés. Mais ils sont séparés par le naufrage. Il y en a un qui échoue quelque part et l'autre ailleurs. Bon, je ne sais plus, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, Viola, elle se retrouve dans un monde un peu difficile quand elle accoste, si je puis dire, quand elle aborde la terre ferme. Dans un monde difficile, elle a peur. Et donc, elle se déguise en homme. Elle se déguise en homme et elle se fait appeler Césario. Césario. Et comme il faut qu'elle gagne sa croûte, hein, il faut qu'elle gagne sa vie, eh bien, elle se met au service d'un duc qui s'appelle Orsino. Vous voyez, il y a beaucoup de personnages, hein, qui s'appelle Orsino. Alors, j'efface un peu tout ça pour pouvoir développer un tout petit peu. Je ne veux pas développer la pièce hein, complètement, juste sa trame pour que vous ayez éventuellement envie de la lire. Donc, elle se met au service de... Je vais barrer ça aussi, Claudius et Gertrude. Elle se met au service d'Orsino. Et le problème, c'est qu'elle en tombe amoureuse. Donc, je mets une petite flèche de Cupidon, là. Hein. Elle en tombe amoureuse parce que n'oubliez pas que c'est une femme. Hein. Viola égale Césario. Viola égale Césario. Donc, elle est divisée en homme, mais c'est une femme. Elle tombe amoureuse d'Orsino. Mais Orsino n'est pas amoureux d'elle en retour. N'est pas amoureux d'elle parce qu'il est amoureux d'une femme qui s'appelle la comtesse Olivia. Voilà, je mets la petite flèche de Cupidon dans ce sens-là aussi. Olivia. Alors, comme Orsino, il est un petit peu dépité d'être éconduit par Olivia, il charge Césario de convaincre Olivia de l'aimer. Donc, il envoie Césario chez Olivia pour le convaincre de ça. Alors, le problème, c'est que, et là, je vais mettre une petite flèche aussi, parce que c'est très compliqué. C'est un peu un marivaudage, hein, à la Shakespeare. C'est que Olivia tombe amoureux de Césario, qu'elle croit être un homme. Ah, vous voyez un petit peu le trajet hein, la trame shakespearienne du truc, c'est pas triste. Hein. C'est pas triste. Et donc, et puis, il y a aussi Sébastien, il ne faut pas l'oublier, lui, il est toujours là, il va revenir. Donc, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de malheur, il y a beaucoup d'intrigues, etc., autour de cette espèce de quadrature là, amoureuse, de triangle amoureux, qui ne se résout pas, enfin pas pendant la pièce, qui se résout à la fin de la pièce. Hein. Et donc, ça, je ne vais pas vous raconter toute l'intrigue, parce que là, je vous donne la trame, et ça vous suffit déjà pour comprendre comment ça se situe. Et en fait, ça va quand même bien se terminer. Et donc, Lacan dit, chez Shakespeare, il y a parfois des pièces qui sont très heureuses, très lumineuses, très pleines de bonheur, comme celle-là. Parce que finalement, malgré les amours des uns et des autres, ou le non-amour des uns et des autres, c'est une pièce heureuse, lumineuse. Et donc, elle se termine bien, elle a un happy end, puisque finalement, eh bien, Sébastien qui revient, Sébastien débarque, Sébastien arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il épouse Olivia, et là, finalement, il est content, pourquoi tout va bien? Parce que finalement, Orsino, il épouse non pas Césario, mais Viola, qui est la même chose. Voilà, finalement. Ça se termine comme ça, donc il y a un happy end, là, un super happy end, c'est joyeux, c'est frais, c'est très frais.
hein, comme pièce. Et c'est pour ça, Lacan nous incite à lire cette pièce, parce qu'elle est fraîche, elle est agréable, et c'est pas toujours le cas chez Shakespeare. Et c'est pour ça qu'il nous parle d'une deuxième pièce. Je vais vite parce que c'est pas un cours de théâtre non plus, hein. Donc, il nous parle de Troilus, de la deuxième pièce, qui elle est complètement sombre. Il dit, voilà, vous avez une autre face. Vous avez une autre face de Shakespeare. Dans Troilus et Cressida, on va l'écrire à la française, Troilus et Cressida. Alors, cette pièce-là, ça se dépasse, comme le nom du prince Troilus l'indique, ça se déroule pendant la guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est quand même 1200, à peu près 1200 avant Jésus-Christ, hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui, quoi. À peu près 1200 avant Jésus-Christ, la guerre de Troie. Et donc la guerre de Troie, vous le savez, hein, elle est due à l'enlèvement d'Hélène. Hélène qui est une Grecque, hein. La guerre de Troie, elle oppose la ville de Sparte en Grèce. La ville de Sparte, qui est d'ailleurs dans le Péloponnèse, hein, si vous connaissez un petit peu la Grèce, le Péloponnèse, c'est la grosse péninsule qui pend en dessous du continent grec et qui est séparée par le détroit de Corinthe. C'est très beau d'ailleurs comme endroit, hein, très magnifique, hein. Et donc c'est la guerre entre les Grecs de Sparte, ça c'est les Grecs là, et puis les Troyens, et Troie se situant dans l'actuelle Turquie, sur la côte ouest de la Turquie, un peu au nord d'Izmir. Je ne sais pas si vous situez la grande ville d'Izmir en Turquie, environ 200 ou 300 km au nord d'Izmir. Elle existe toujours la ville de Troie, hein, mais c'est un tout petit bled maintenant, hein. Et puis les héros dont il est question ne sont plus là, hein, ils sont partis. Ils sont presque tous morts, trucidés, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se trucider les uns les autres. C'est meurtre sur meurtre dans Troilus et Cressida. Donc Troilus et Cressida, ils sont très amoureux a priori, et ils se marient. Mais très peu de temps après le mariage, quelques secondes après le mariage, Cressida trompe Troilus. Elle le trompe. Elle part avec un autre, Cressida. Avec un autre. Et Troilus, pour lui, c'est insupportable, quoi. Voilà. C'est insupportable. Et bien entendu, comme ça se déroule pendant la guerre de Troie, ces héros-là sont mêlés aux héros de la guerre de Troie, c'est-à-dire du côté grec, ils sont mêlés à Agamemnon, à Ménélas, à Achille, à Ulysse. Tout ça, c'est du côté grec, hein, du côté grec. Et du côté troyen, eh bien, il y a Hector, il y a Paris. Je vous le cite parce que c'est lui qui a enlevé Hélène, hein. C'est Paris qui a enlevé Hélène. Et donc, il y a des combats sordides, des trahisons dans tous les sens, de la haine, etc. Cressida a une haine farouche envers Troilus parce qu'elle a été trompée. Voilà. Lacan insiste sur le fait que c'est une pièce où il n'est question que de vulgarité, de haine et de trahison. Il n'est question que de ça. C'est sombre, c'est noir, c'est exactement le versant opposé de la 12e nuit. C'est totalement contrasté par rapport à la 12e nuit. Mais c'est intéressant quand même parce que ça donne envie de les lire parce que justement, du fait de ce contraste-là, on peut voir un peu que Hamlet n'écrivait pas de manière monocorde, que c'était pas toujours des choses gaies. D'ailleurs, Hamlet, c'est pas gai du tout, hein. Hamlet, c'est pas gai du tout, mais la 12e nuit, oui, c'est extrêmement joyeux, c'est frais. C'est frais, donc il pouvait écrire dans tous les registres de manière tout à fait heureuse ce cher Shakespeare. Et donc là, dans cette histoire-là, vous verrez, si vous le lisez, il y a un monsieur qui s'appelle Pandarus, qui est l'oncle de Cressida, et qui a un peu favorisé le mariage, mais qui après trahit tout le monde, et qui attrape une maladie vénérienne. Vous voyez un peu l'ambiance, quoi, hein. Il a la syphilis, enfin, c'est l'horreur là-dedans. C'est un bain de sang et puis de germes en tout genre, et de meurtre. C'est épouvantable, Troilus et Cressida. Mais je voulais amorcer comme ça pour que vous sachiez quels sont les personnages principaux, que ça se situe pendant la guerre de Troie, voilà, hein.
pendant laquelle d'ailleurs Achille, le grec, tue Hector, voilà, sous la demande de Ulysse. C'est Ulysse qui provoque un duel et pour que Achille tue Hector, etc. Il y a des mais la guerre de Troie, elle a duré un temps fou. Dans la mythologie, on ne sait même pas combien de temps elle dure. Hein. On ne sait même pas combien de temps elle dure. Et pour vous dire la fraîcheur de la pièce, dans la pièce, euh, Shakespeare raconte que quand il a été tué, ce pauvre Hector, eh bien, son meurtrier l'a traîné comme ça pendant des jours et des jours. Il l'a traîné des lambeaux de chair autour de la ville de Troie pour les épouvanter, pour les épouvanter. Il l'a traîné comme ça, hein, la dépouille qui ressemblait plus à rien. Donc il n'y avait pas une ambiance sensationnelle, quoi, on peut dire, dans ces pièces-là. Mais je vous les cite parce que Lacan en parle, hein, il en parle dans le chapitre, quoi, voilà, c'est ça. Donc on peut pas, c'est difficile de les squeezer. La 12e nuit, voilà, la 12e nuit, j'en ai parlé. Et puis, Cressida. Alors après ça, il nous parle de Jones, Ernest Jones. Il amène Ernest Jones après ces gens-là. Je fais les choses dans l'ordre, hein, comme c'est fait dans le chapitre. Hein. Il nous parle d'Ernest Jones. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas. On ne va pas s'étendre sur Ernest Jones parce que c'était pas un personnage d'un intérêt fou, mais enfin quand même un petit peu. Il a joué un rôle très important, quoi. C'est pour ça qu'on est obligé de le citer. Ernest, cher Ernest. Enfin, il n'était pas si cher que ça. Il était un peu trouble, Ernest Jones. Hein. Ernest Jones, il est contemporain de Freud. Hein. C'est un contemporain de Freud, un petit peu plus jeune que Freud. Et c'était le grand patron, le pape de la psychanalyse à l'époque de Freud. Le pape administratif, si vous voulez quoi. C'est lui qui régentait tout. C'était l'empereur de la psychanalyse. Hein. C'était un anglo-saxon. Et tout le monde courbait les chines devant lui. D'ailleurs, Lacan le détestait. Lacan le détestait. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en 1936, Lacan avait expliqué son stade du miroir dans un congrès dans la ville de Marienbad, une ville qui n'existe plus d'ailleurs sous ce nom-là, mais peu importe. Et dans la ville de Marienbad. Et alors que Lacan, c'était en 36, il était jeune Lacan, hein, il expliquait son stade du miroir, c'était pas facile sans doute, mais il y arrivait très bien. Et tout d'un coup, Jones lui dit bon, ça suffit comme ça maintenant, alors qu'il il parlait depuis un quart d'heure à peu près, Lacan. Ça suffit comme ça maintenant. Allez hop, terminé. Arrête dégage. Comme ça, hein. Comme ça. Donc Lacan était furieux, furieux. Et il a gardé une espèce de haine contre. Alors là, il le dit pas dans le chapitre, mais si vous lisez Lacan, vous verrez que dans beaucoup de séminaires, il ramène Jones parce que Jones a eu un rôle important, donc il ne peut pas le squeezer complètement. Et il ajoute, il dit toujours cet imbécile de Jones. Quand on lit, cet imbécile de Jones, parce qu'il n'a jamais digéré d'avoir été interrompu comme ça en plein stade du miroir. Alors, du coup, ça a posé problème parce qu'on n'avait pas les notes, c'était pas enregistré complètement et ça. Heureusement, Françoise Dolto était là. Françoise Dolto était dans l'assemblée. Elle avait tout pris en note. C'est comme ça qu'on a pu avoir la totalité du récit de Lacan sur le stade du miroir au congrès de Marienbad, malgré Jones. Enfin là, il dit quand même que Jones, bon, il dit pas cet imbécile de Jones là, mais il dit que Jones a écrit un truc qui est quand même important. J'ai oublié de l'amener, tiens, ce bouquin-là. Il a écrit un truc sur Hamlet, justement. Il a écrit un truc, je me souviens plus du titre exact. Hamlet, comment il s'appelle déjà ce titre? Personne ne s'en souvient, non? Oh, c'est pas grave, vous vous souvenez pas ça. En tout cas, de toute façon, c'est facile de le trouver parce que c'est le seul bouquin que Jones a écrit sur Hamlet et sur l'interprétation du non-agir, du fait que Hamlet ne puisse pas tuer le meurtrier de son père. Et Jones a développé ça de manière assez savante, il faut le reconnaître. Parce que c'était pas un imbécile, Jones, quand même. Il était intelligent, hein. Il était brillant, hein. Extrêmement brillant. Pas clair, mais brillant. Hein. Et donc, il a écrit un bouquin qu'on trouve très facilement là-dessus, hein, je crois que c'est Jones et l'Édipe, ou un truc comme ça, ou Jones et Hamlet, je sais plus. Ah oui, le complexe d'Édipe. D'accord, le complexe d'Édipe en tant qu'étude d'Hamlet. D'accord. Il y a complexe d'Édipe, étude d'Hamlet. D'accord, merci Alain. Et donc, c'est un bouquin que j'ai un peu parcouru. Moi, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai un peu parcouru. C'est quand même intéressant. Mais
essentiellement, quand même, Ernest, reprend les thèses de Freud. Il avait une grande dévotion pour Freud quand même, hein, une grande admiration pour Freud, hein, Jones. Et il pouvait être très méchant avec beaucoup de gens, mais pas avec Freud. D'autant plus qu'il était amoureux de Anna, la fille de Freud. Alors, il s'est fait envoyer promener par Freud, parce qu'il était beaucoup plus âgé que Anna. Anna était une jeune fille, et lui, il était déjà un vieux ringard. Donc Freud l'avait reçu chez lui en Angleterre, il l'avait convoqué, il lui avait dit, espèce de vieux dégueulasse, tu vas quand même laisser ma fille tranquille, tu n'en as pas honte, il a dit ça, hein, tu n'as pas honte de draguer une fille de cet âge-là, etc., c'est honteux, c'est lamentable. Non. Alors, et puis après, avec le temps qui a passé, Freud a eu un peu pitié, parce que il s'est dit, dans le fond, Ernest, il était sincère, il aimait vraiment Anna, donc est-ce que je pouvais vraiment lui en vouloir de ça? Parce que, en fait, Ernest Jones, il a été amoureux de Anna toute sa vie. Voilà. Hein. Bien qu'il ait été éconduit sèchement par Freud, qu'il a traité de vieux dégoûtant, hein, carrément, hein, eh bien, il a continué, et son amour pour Anna ne s'est jamais affaibli. Jamais. Il a continué à l'aimer. Alors bon, mais il y a aussi des histoires pas claires sur Ernest Jones. Hein. Il est allé au Canada à un moment donné. Il a été arrêté. Il est allé en prison pour pédophilie. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec ce Ernest-là. On ne sait pas. Donc, je ne vais pas vous faire un compte-rendu de ce qu'il a pu faire, parce que j'en sais rien. Et puis, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le sache. Peut-être qu'on peut trouver des choses là-dessus, mais enfin, moi, ça ne m'a pas passionné. Mais je sais qu'il a eu cet épisode-là qui est un peu trouble quand même. Hein. Trouble, quand même. Et puis son amour pour Anna, quoi. Et puis alors, aussi une chose quand même qui est assez importante par rapport à Ernest Jones, qui a régné sur la psychanalyse, littéralement, hein, c'est l'empereur, quoi. Hein. C'est qu'il a écrit une bibliographie de Freud monumentale, qui est toujours en vente, hein, en 3 tomes, C'est tellement énorme qu'il y a 3 tomes. C'est gigantesque, la biographie de Freud par Jones, et c'est une biographie remarquable quand même, hein, qui est chère. Hein. Je ne peux pas vous dire achetez-la parce que ça coûte bonbon. Hein. On peut trouver certains tomes d'occasion sur Amazon ou des trucs comme ça, mais même d'occasion, c'est pas donné. Hein. Et puis, si on l'achète, il faut avoir les 3, quoi. Sinon c'est pas intéressant, hein, pour les 3. Mais c'est vraiment une traversée historique de la vie de Freud et de son œuvre qui est intéressante. C'est peut-être la biographie la plus costaud, quoi. Hein. La plus costaud, au sens de la référence qu'il peut y avoir. Parce qu'il a quand même très bien connu Freud. Et il a fait un travail de moine, quoi. Hein. Il a fait un travail d'une extrême précision, avec d'infinis détails. Et donc, Jones, oui, il cite Jones, parce que Jones, dans son bouquin, dont Alain vient de donner le titre, là, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il développe comme thèse? C'est très vite, hein, on peut dire que la thèse de Jones, c'est la même que Freud, exactement la même. Sauf qu'il la développe beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hamlet, le fils, hein, ne peut pas tuer Claudius, je mets une barre entre les deux, parce que Claudius couche avec sa mère, et il a tué son père. Donc, qu'est-ce que dit Freud? Qu'est-ce que disait Freud et qu'est-ce que dit Jones? Eh bien, c'est que Claudius, d'une certaine façon très paradoxale, il a accompli le vœu édipien d'Hamlet. Donc, comment voulez-vous que Hamlet le tue, puisqu'il a fait ce que, sans doute, quand il était tout petit, il a eu comme vœu d'avoir l'amour de sa mère et d'écarter son père. Il ne s'agit pas forcément d'un meurtre du père, hein. On parle toujours de la meurtre du père, etc. Bon, pourquoi pas, on peut parler de ça, mais on peut aussi voir que l'édipe chez les enfants, ça arrive tout le temps. Dans mes consultations, j'observe chez les enfants de 3, 4, 5 ans, tout le temps des phénomènes édipiens, hein, aussi bien dans les dessins que dans les récits, dans les rêves des enfants, etc. Dans leur découpage, dans leur coloriage, etc. On voit très bien la trame édipienne, hein, bien sûr. Et donc, la trame édipienne chez les enfants, c'est effectivement de garder totalement l'amour de la mère et d'avoir le père comme rival. C'est pas de le tuer, c'est pas de l'oxyre, forcément, hein, non, de l'avoir comme rival.
le père devient un rival naturel puisqu'il veut avoir, l'enfant tient absolument à avoir l'amour exclusif de la mère. Ce qui se pose problème d'ailleurs quand il y a d'autres enfants qui arrivent, parce que du coup il y a des rivaux, les rivaux se multiplient, quoi, hein. Les rivaux se multiplient quasiment à l'infini, et ça devient compliqué dans les familles où arrivent des plus petits par rapport à celui qui est plus grand. Et donc, voilà la thèse de Freud, c'est que comme il a fait ce qu'il aurait voulu faire inconsciemment, eh ben il ne peut pas tuer Claudius. Il ne peut pas tuer Claudius, voilà, c'est pas possible. Il ne peut pas. Son bras s'arrête à cause de ça. Mais on va voir que c'est pas toujours exactement ça quand même. C'est pas que ça. C'est une interprétation freudienne qui est intelligente, hein, qui est forte, qui est maligne, et qui a sûrement. Lacan ne la réfute pas d'ailleurs, hein. Il ne dit pas non, c'est pas ça du tout. Hein. Il ne dit pas non, 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 non. Mais il dit que c'est pas forcément ce qui est le plus important. Cette histoire de rivalité avec le père. Hein, parce qu'il parle de ça. Rivalité avec le père et puis l'amour de la mère. C'est pas forcément ce qui est le plus important pour Lacan. Voilà. On va voir de quoi il s'agit. Et puis, il parle encore d'autres personnages, parce qu'il y a des personnages qui arrivent tout le temps. Il parle d'autres personnages. Il ramène Goethe ici. Il ramène Goethe. Vous connaissez Goethe, hein, quand même. Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe, qui est du 18e siècle. Et Goethe, ça s'écrit comme ça, donc qui était poète, écrivain, etc., qui est quand même très connu, et qui a écrit, entre autres, les souffrances du jeune Werther. Alors, pourquoi est-ce que Lacan s'intéresse à ça, aux souffrances du jeune Werther et à Goethe? C'est parce que dans les souffrances du jeune Werther, justement, Werther, eh bien, il est très amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte. Mais Charlotte se refuse à lui. Voilà. C'est embêtant, mais voilà. Charlotte se refuse à lui. Ça passe pas. Et le pauvre Werther, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Donc c'est pas gai, hein. Il se suicide. Et donc, Lacan en parle parce que il s'agit ici, dans le roman de Goethe, d'un amour impossible, quoi, hein, d'un amour impossible. D'un amour impossible, avec l'idée que aussi cet amour impossible se résout, si on peut dire, par la mort. Se résout par la mort du premier intéressé, c'est-à-dire Werther, qui est désabusé au point de mettre fin à ses jours. Et donc, pour Lacan, là aussi, il y a quelque chose de l'ordre d'un balancement du désir de Werther, un peu comme on le trouve chez Hamlet, si vous voulez, quoi, hein, entre le fait eh bien, de mourir, de se séparer du monde et de se séparer de son aimée Charlotte. Voilà, hein, c'est ça en fait le truc. Hein. Une espèce de balancement entre le suicide et puis pouvoir conquérir quand même peut-être Charlotte. Hein. Voilà. Et là, et finalement, comme Hamlet finalement, parce que Hamlet meurt à la fin de la pièce. Hein. Comme Hamlet, finalement, il résout son indécision, l'indécision de son désir, qu'il ne peut pas atteindre, par le fait de se supprimer. Par le fait de se supprimer. Comme Hamlet. Comme Hamlet. Mais Lacan dit, alors là, c'est là que Lacan est un peu compliqué. Il dit, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Rien du tout. Parce que parce que nous sommes liés, en tant que sujet, si vous voulez, nous sommes liés à ce que Lacan appelle l'autre avec un A majuscule. J'ai déjà expliqué ça 1000 fois, mais je vais vous réexpliquer un petit peu aujourd'hui comme ça, rapidement. Je l'ai déjà fait un peu la dernière fois. Hein. Je fais un petit rappel, quoi, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc le sujet, ça c'est facile à comprendre, encore que la notion de sujet chez Lacan, hein, oh là là, hein, c'est pas de la tarte. Mais bon,
on va dire que c'est le sujet, et puis ça va, c'est bon, hein. C'est carrément le jeu. Voilà, le jeu. Et l'autre avec un A majuscule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble c'est tous les symboles. Non, il ne faut pas dire ensemble parce que ce n'est pas un ensemble. Moi, j'ai cru longtemps que c'était un ensemble mathématique, d'une certaine façon, un ensemble infini. Mais en fait, en me rencardant un peu plus, j'ai vu que ce n'en était pas un. C'était une mauvaise définition de dire que c'était un ensemble infini. C'est une localisation, c'est un lieu où il y a tous les symboles. C'est un lieu indéfini, indéfini, hein, et infini aussi, où il y a tous les symboles. Et je me répète, aussi là, quand vous arrivez sur Terre, quand vous êtes bébé, eh ben, les symboles, vous n'en avez pas. Au départ, vous êtes infants, c'est-à-dire infants en espagnol, ça veut dire l'enfant qui ne parle pas, hein, qui n'a pas encore les mots. Et puis progressivement, aux abords de la première année, etc., l'enfant attrape certains mots, dont le mot maman, papa, et puis d'autres petits mots qui arrivent comme ça. Il attrape quelques symboles ici, dans ce grand autre. C'est normal qu'il les attrape là, puisque dans ce grand autre, ils y sont tous. Ils y sont tous. Ils y sont tous. Et jusqu'à la fin de sa vie, comme nous le faisons nous attrapons dans cette espèce de dictionnaire infini. C'est une métaphore un peu douteuse, mais elle peut vous aider à comprendre quand même. C'est un dictionnaire infini, sans limite, sans borne, qui contient tous les symboles. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons dans l'existence, nous attrapons de plus en plus de symboles, mais nous ne les attrapons jamais tous. Tous, c'est impossible. C'est rigoureusement impossible, hein, puisque c'est infini. Donc, il ne faut pas. C'est pour ça que Lacan écrivait ceci. Le sujet, il l'écrivait en face d'un A qui représentait le grand autre, barré, barré comme cela. Pour bien montrer que l'autre n'est pas accessible dans son entier. Et il avait cette jolie métaphore, Lacan, par rapport à l'autre qu'on ne peut pas attraper en entier. Il disait, c'est pas comme un bouquet de fleurs, on ne peut pas en faire une brassée. Vous voyez? C'est joli comme image. On ne peut pas faire une brassée de l'autre, du grand autre, parce que c'est innombrable. Il n'y a pas de limite. Donc on ne peut pas en faire un bouquet aussi gros soit-il. Ça n'est pas possible. Et donc il faut y renoncer. Et renoncer à ça, c'est quoi? Ben c'est ce que en psychanalyse on appelle la castration. On renonce à la toute-puissance, on renonce à la toute-puissance au fait de posséder la toute-puissance en possédant l'autre en entier. Et c'est pas possible, donc il faut y renoncer. Si on n'y renonce pas, on est malade. On devient cinglé. Si on n'y renonce pas. Si on tient absolument à capter l'entièreté de l'autre, comme c'est pas possible. D'ailleurs, il disait la même chose à propos de la vérité, Lacan. Hein. Il disait, je dis toujours la vérité. Alors, il est quand même un peu vantard de dire ça. Et je dis toujours la vérité. Il rajoutait toujours après, mais pas toutes. Parce que toutes, on ne peut pas. C'est exactement pareil. Ça revient exactement pareil à la même chose qu'à la définition de l'autre lacanien. Mais c'est important de connaître cette notion d'autre lacanien. J'espère vous l'avoir expliqué de manière simple, mais rigoureuse, hein, parce que elle revient tout le temps, dans tous les séminaires. Cet autre avec un A majuscule revient sans cesse, dans toute son œuvre. De 1953 à 1981, l'autre avec un A majuscule, ça revient, et même avant, ça revient sans arrêt, quoi. Sans arrêt, sans arrêt. Et si on ne sait pas ce que c'est que l'autre, on ne comprend rien à Lacan. On ne comprend rien parce qu'il le nomme sans cesse. On ne comprend rien. Alors que c'est ça, finalement. Hein. Je vous l'ai expliqué de manière simple, mais pas simpliste. Hein. J'insiste toujours, j'essaye de faire les choses de manière simple, mais je ne veux pas être simpliste. Je ne veux pas trahir le texte, je ne veux pas trahir la pensée lacanienne. On est trop exagérément simple et quitte à en devenir simpliste. Voilà. Donc, il cite Goethe pour les souffrances du jeune Werther, et puis pour une autre écriture de Goethe, un autre roman de Goethe, mais enfin bon, ça c'est pas la peine qu'on en parle, on n'a pas tellement le temps. Et puis il cite un philosophe anglais là, dans le chapitre, hein, je ne fais que vous parler que choses qui sont dans le chapitre, hein, je ne m'écarte pas du chapitre. Il cite un autre personnage anglais, philosophe, du 18e aussi, qui s'appelait Coleridge. Alors son prénom, je ne me rappelle plus, mais c'est pas d'importance. Coleridge, comme ceci. Coleridge, j'espère que vous voyez bien.
C-O-L-E-R-I-D-G-E, Coleridge. Coleridge. Et Coleridge, il n'a pas vraiment écrit sur Hamlet, il n'y a pas d'écrit de Coleridge. C'était un philosophe, hein, Coleridge, hein, un philosophe anglais. Philosophe anglais du XVIIIe. Il n'a pas écrit sur Hamlet, mais il a fait de très nombreuses conférences. Il aimait bien faire des conférences, il en faisait beaucoup, Coleridge, des conférences, et il a parlé très souvent d'Hamlet. Très souvent, d'Hamlet. Et donc, ce Coleridge-là, il a écrit beaucoup de choses, beaucoup de poésie, beaucoup de choses comme ça, qui sont d'ailleurs très belles. Et il a écrit surtout un truc, c'est celui-là dont parle Lacan. Il a écrit une poésie qui s'appelle le dit déité du vieux marin. Et vous allez voir qu'en 2 mots, ça ressemble pas mal à Hamlet, le dit du vieux marin. Donc c'est l'histoire d'un marin qui est sur un bateau il y a très longtemps, et puis qui va à la pêche. Ils sont à la pêche sur un gros bateau, hein, il y a plus de 100 personnes là-dessus. Ils vont à la pêche sur des mers lointaines. Et puis, comme il y a des moments d'un peu de dilettante, eh bien, il a une espèce d'arbalète. Et puis, avec son arbalète, eh ben, tout d'un coup, il s'amuse à un truc un peu imbécile. Il tue un albatros d'une flèche d'arbalète. Il tue un albatros, qui est un bel oiseau, quand même, un très grand oiseau, très beau. Il le tue sans remords immédiat du tout. Oh, ça le fait rigoler, etc. Mais ça plaît pas tellement aux autres marins, qui disent quand même, tuer un albatros, pourquoi ça sert à quoi? C'est complètement idiot, c'est complètement imbécile quand même de faire ce genre de choses, etc. Alors progressivement, ben, le vieux marin en question, il finit par être habité par des remords qui lui deviennent de plus en plus violents avec le temps qui passe. Et il y a même un bateau fantôme, un peu comme le spectre qui apparaît à Hamlet, si vous voulez, au fils Hamlet, le spectre. Eh bien, il y a un bateau fantôme qui apparaît au vieux marin et qui lui aussi représente un peu des reproches. Il fait des reproches aussi à ce vieux marin sur ce qu'il a fait à l'albatros. Et donc, ce marin, il se retrouve pris aussi dans un système désirant compliqué, avoir été dans la jouissance d'avoir tué cet albatros, et puis le remords de l'avoir fait. Voilà. Hein. Et du coup, lui aussi, comme Hamlet, il se trouve interdit ensuite dans toute action. Il est inhibé aussi, hein, le vieux marin en question. Il devient complètement inhibé, angoissé, rongé, totalement rongé, bouffé par les remords, d'autant plus qu'il est quand même engueulé par les autres marins de manière sévère, et puis qu'il y a le spectre, le bateau spectral, et tout ça. Donc, il est lui aussi pris dans la question impossible de la résolution du désir, la jouissance de chasseur, on pourrait dire, de tueur, la jouissance de tueur, de tuer l'albatros, et puis ensuite les remords et les reproches des autres, de l'autre, qui lui viennent même de l'autre avec un A majuscule, hein, parce que ça lui vient de toutes parts. Oui, ça lui vient. Et il est pris là aussi dans une espèce de balancement, ce vieux marin, qui est très similaire à celui d'Hamlet. C'est pour ça que Lacan en parle. Hein. Et c'est pour ça que je vous cite tout ça. Vous voyez un peu comme c'est référencé ce chapitre, hein, c'est complètement dingue. Et c'est comme ça à chaque page. Hein. C'est comme ça à chaque page. Donc c'est assez infernal quand même. Hein. Oui, alors Coleridge, il avait dit à propos il avait raconté l'histoire du dit du vieux marin, mais il avait dit aussi un petit peu ce qu'il pensait de la pièce de manière très résumée. Là, je vous fais un condensé que reprend Lacan d'ailleurs. Coleridge avait dit à propos de la pièce dans une conférence: cette tragédie est tellement rebattue, elle est tellement jouée, quoi, que nous ne savons pas en faire la critique, pas plus que nous saurions décrire notre propre visage. Pas plus que nous saurions décrire notre propre visage. On entend tellement parler d'Hamlet, elle est tellement jouée, qu'on est interdit quand il faut en parler, quand il faut en faire une interprétation éventuellement, en dire nos sentiments par rapport à cette pièce. Ben, on a du mal. On a du mal parce qu'elle est tellement rebattue, elle est tellement jouée, effectivement, que
c'est aussi difficile que de décrire notre visage. Voilà, c'est une jolie formule de Coleridge, du philosophe anglais Coleridge, que cite Lacan. Et Coleridge disait, il avait un adjectif qu'on n'utilise plus tellement maintenant en psychiatrie, plus du tout même, mais moi je trouvais que je trouve que c'est un adjectif qui était assez parlant. Ça a été remplacé tout ça par des conneries dans le DSM-4, mais c'est bien dommage parce que il disait que Hamlet, Coleridge, il disait que Hamlet était un psychasthénique. Psychasthénique. Alors ça, c'est un terme qu'on a employé jusque dans les années 50-60 pour dire les gens qui avaient des espèces de maladies de langueur, vous voyez, les gens qui avaient des maladies de tristesse traînante, une tristesse traînante, hein, qui ne se résout pas, qui n'est pas forcément une violence extrême, mais c'est une langueur monotone, voilà, justement, hein, qui a une traînée infinie, hein, et qui ne se résout jamais, qui ne se résout jamais. Et le terme psychasthénie, je trouve, il était beau et il parlait bien de. Moi, j'ai beaucoup de patients que je trouve psychasthéniques, sincèrement, hein. Et donc, je le mets dans mes notes à moi, mais je ne les mets pas dans les comptes rendus officiels que je fais pour d'autres médecins ou pour ma codification, puisque maintenant on est obligé de coder, évidemment, le terme psychasthénie. Pardon. Pierre Janet. Ah, c'est Pierre Janet qui avait pris ce mot-là. D'accord. Pierre Janet, bah oui, bah c'est un monsieur qu'il faut connaître. Pierre Janet aussi, hein, bien sûr, hein, important. Merci Alain pour cette référence. Je ne savais pas que ça venait de lui. Et donc, je trouve que c'était un très beau terme et qui était beaucoup plus parlant que les termes qu'on emploie maintenant. Hein. Parce que maintenant, quand les gens viennent à mon cabinet, ils me disent oui, alors bonjour docteur, je suis bipolaire de type 1. Ouais, d'accord, bon. Bonjour, je suis bipolaire de type 2. Voilà. C'est comme si j'avais une médaille, si vous voulez, quoi. Hein. Je suis bipolaire de type 2, voilà, c'est ma décoration. Oui. Bon, c'est bien, c'est bien. Oh, bah bravo, chapeau. Non, je ne dis pas comme ça. Hein. Mais je serais tenté de leur dire comme ça un petit peu. Hein. J'aurais une petite tentation de leur dire bravo, ah, c'est fort. Vous avez réussi un gros coup là, en étant bipolaire de type 2, voire de type 3. Vous voyez, là, c'est vraiment du top niveau. Hein. Donc c'est dommage, voilà. Et effectivement, Coleridge avait employé ce terme-là, et je trouve que ce terme-là, il va parfaitement à Hamlet, voilà. On ne peut pas dire Hamlet était un bipolaire de type 1 ou 2, hein, ça serait pas très élégant, quoi. Hein. Ça parlerait pas. Alors quand il est psychasthénique, dans psychasthénique, il y a le mot psyché, et il y a le mot asthénique, c'est-à-dire fatigue. Une espèce de fatigue psychique sur la longueur, vous voyez, hein, voilà, la maladie de la longueur, C'était des belles choses qu'on a eu tort d'effacer. Alors Lacan, par la suite, il dit Hamlet ne se pose aucun problème sur le fait d'être le meurtrier de Claudius. C'est ce que je vous disais en tout début de la séance. Hein. Il n'en a rien à faire de tuer, hein. Rien du tout. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme du tout. Donc c'est pas. Je me répète, mais il y a des gens qui disaient oui, c'est parce qu'il peut pas faire ça, quoi. Il peut pas tuer. Mais non, c'est pas ça du tout. Ça, il peut le faire très facilement. Il peut tuer 10 personnes. Je vous dis, quand il a tué Polonius derrière la tenture, il n'a rien à branler, si je puis dire. Hein. Rien à battre du tout. Alors que c'était quelqu'un qui ne voulait pas forcément du mal, Polonius. Hein. Ce n'était pas un ennemi, Polonius. C'était le père d'Ophélie. Bon, il ne voulait pas du mal. Et après, quand on lui demandait, ça c'est un peu plus loin dans le chapitre, hein, Lacan en parle, quand on lui demandait, mais où est-ce que tu as mis le corps de Polonius, Hamlet? Oh, j'en sais rien, Oh, on finira bien par le sentir. Hein. Il va puer. Donc là, on le trouvera quand il sentira mauvais. Il n'en a rien à foutre du tout. Donc, d'ailleurs, Lacan reprend la phrase en anglais. Hein, il dit « he shall knows ». Il reprend la phrase en anglais « he shall knows ». Il va puer, ce pauvre Polonius, qui a été embroché par Hamlet, qui n'avait pas du tout d'état d'âme par rapport à ça. Donc, voilà, c'est ça. Lacan dit c'est ça. Il n'a aucun état d'âme par rapport au fait de tuer. Pour autant, il ne le fait pas. Voilà, pour autant, il ne le fait pas. Ça, c'est pas. Malheureusement, j'aurais dû. La prochaine fois, je paginerai par rapport à vos bouquins non seuil, bouquins que vous avez. Mais là, j'ai pas fait. C'est dommage que je me le reproche maintenant, mais j'ai paginé par rapport au seuil. C'est page 302, ça. Hein.
Et cette histoire, ça lui pose, mais dans le seuil, dans le seuil. Mais vous trouverez tout ça facilement. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui est dans le chapitre. Tout, tout. Je ne me suis pas écarté du chapitre du tout. Et donc, Lacan revient sur la contradiction interne. Pourquoi il ne le fait pas? Il revient sur la thèse freudienne, à savoir celle que je vous ai évoquée tout à l'heure. Il ne peut pas tuer Claudius parce que Claudius a réalisé son rêve édipien, son vœu édipien, son fantasme édipien, d'avoir l'amour exclusif de sa mère et d'écarter son père. Voilà. Claudius a réalisé ça, bizarrement. Donc, il ne peut pas le faire à cause de cela. Et c'est la thèse qui est la plus retenue quand même. C'est la thèse même actuellement qui est la plus retenue parce que c'est la thèse freudienne. Donc, Freud étant tellement vénéré, on retient plutôt sa thèse que celle de Lacan, qui est plus complexe, mais je le redis, qui ne renie pas la thèse freudienne. Il dit simplement que la thèse de la rivalité avec le père n'est pas la chose première chez Hamlet. Ce n'est pas ce qui est là en premier. Ce n'est pas ce qui lui interdit de faire ça. Il ne dit pas que ça n'existe pas. Il dit, mais c'est pas ça qui lui interdit. Et il dit, c'est pas ça, c'est la tragédie du désir. C'est la tragédie du désir. C'est la tragédie du désir. Et c'est là, évidemment, que ça devient un petit peu compliqué. Oui, avant, je reviens une seconde sur Jones, parce que Jones, il avait parlé de la pièce. Il avait parlé de la pièce, parce qu'il l'avait vue plusieurs fois, et il dit quelque chose sur la pièce qui est très, je trouve, assez désagréable. Il prend les gens pour des cons, un peu, quoi. Enfin, les gens qui vont voir la pièce. Il dit, c'est Jones qui parle, c'est pas Lacan. Nous arrivons à ce paradoxe, il parle aux gens qui ont vu la pièce, nous arrivons à ce paradoxe apparent que le poète et l'audience, dont sont tous deux profondément remués par des sentiments dus à un conflit de la source duquel ils ne sont pas conscients. Alors, il dit, en un mot, ça veut dire qu'ils ne comprennent rien, quoi. Ils ne sont pas éveillés, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc il prend les gens vraiment pour des cons. Ça veut dire que les gens sont assez crétins pour ne pas voir qu'il peut y avoir une rivalité avec le père, qu'il peut y avoir un amour pour la mère particulier, etc., un désir non avoué, non résolu, etc. Ben non, pour Jones, tous les gens qui vont voir la pièce, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils la voient qu'au premier degré, comme ça, au premier degré, à l'immédiateté de la pièce, quoi. Et ils sont incapables d'avoir un backup, d'avoir une arrière-scène conceptuelle, etc. Ils peuvent pas penser de cette façon. C'est ce que dit Jones. Les gens qui vont voir Hamlet ne peuvent pas penser. Parce que, et puis, moi je peux, il dit, moi je peux penser, mais les autres, ils ne peuvent pas penser, c'est trop compliqué pour eux. Bon, je vous dis ça parce que c'est quand même étonnant qu'il ait eu le culot de dire ça quand même. Moi, ça m'a. Je me dis quand même, j'étais tenté de dire cet imbécile de Jones aussi, un peu comme Lacan, quoi. Voilà. Bon, alors, ah oui, alors, Lacan dit la difficulté est dans la tâche elle-même, pas dans la manière, pas dans la façon. Donc, c'est pas le geste qui n'est pas. Et il ramène cette histoire qu'il y a une contradiction, et il renvoie quand même à Jones l'honneur d'avoir insisté sur le côté psychanalytique de la chose. Ça, c'est vrai. Jones a quand même amené le versant psychanalytique de l'analyse de la pièce d'Hamlet, du côté de l'Édipe, peut-être, mais quand même, c'était assez malin. Il l'a fait après Freud, quand même aussi, mais il l'a beaucoup développé, beaucoup plus que Freud. Donc ça, il lui rend grâce de ça. Et Lacan poursuit un petit peu sur la veine de Jones en disant « Nous ne sommes pas débarbouillés mentalement pour que l'on nous amène Moïse, Pharaon, Jésus, Hérode, etc. » C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire que parfois, quand on regarde la pièce Hamlet, on n'est pas assez averti sur le conflit interne qui remue cette pièce pour qu'on puisse pas nous ramener n'importe quelle interprétation. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. On pourrait nous faire gober n'importe quelle interprétation de la pièce d'Hamlet parce qu'on n'est pas assez débarbouillé de certains préjugés. Voilà. Il emploie ce mot-là, débarbouillé mentalement, dans le chapitre. C'est une drôle de phrase, d'être débarbouillé mentalement. Mais bon, Lacan avait des trouvailles comme ça assez étonnantes. Débarbouillé mentalement. Pour qu'on nous amène Moïse, Pharaon, parce qu'on a convoqué des gens comme Moïse, comme Pharaon, comme Jésus, comme Hérode et tout ça pour expliquer Hamlet. Oui, bien sûr, des tas de gens.
Il dit même, il y a eu un Hamlet en Iran. Alors c'est le moment d'en parler, hein, bien sûr. Hein. C'est vrai que ça existait. Hein. Il y a eu une pièce qui s'appelle toujours Hamlet in Iran, hein, et qui a été jouée à Paris, à l'Institut du monde arabe, il n'y a pas si longtemps que ça, qui pourrait pas être jouée en Iran, hein, c'est sûr maintenant. Mais qui a été jouée à Paris par une compagnie iranienne exilée, qui s'appelle la Mer Compagnie, MERH, la Mer Compagnie Theater, et qui a joué cette pièce-là, voilà, et qui a été transposée alors elle a été transposée non pas à l'époque d'Hamlet en 1602, à l'époque élisabéthaine, mais qui a été transposée dans la cour royale d'Iran, c'est-à-dire du côté du Shah d'Iran et son père, hein, puisque c'est eux la dynastie royale qui ont été jetées d'ailleurs, hein, qui ont été jetées en 1979, si je ne me trompe pas, par l'Ayatollah Khomeini. Et donc, ça se passe dans la cour royale de. Alors, ça le fait un peu rigoler, Lacan, mais bon, il en parle quand même, hein, il en parle quand même. Voilà. Alors, après, il parle de Pyrrhus. Il parle de Pyrrhus. Il amène Pyrrhus aussi. Après avoir amené Goethe, amené Coleridge, après ça, tout un tas de gens. Il parle de Pyrrhus. Pyrrhus, vous connaissez, les victoires à la Pyrrhus. Qui n'a pas entendu ça? Pyrrhus. Pyrrhus. Donc, il faut faire gaffe parce qu'il y a eu deux Pyrrhus, en fait. Il y a eu Pyrrhus I, c'est-à-dire que je vous ai parlé de la guerre de Troie tout à l'heure, hein, et il y a eu un Pyrrhus pendant la guerre de Troie. Il y a eu un Pyrrhus pendant la guerre de Troie. Hein. Il a même été meurtrier. Je ne sais pas si c'est pas lui qui a tué Ménélas, ou je sais plus trop. Enfin là, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il a commis un meurtre en tout cas. Mais c'est pas celui-là que l'on nomme quand on parle des victoires à la Pyrrhus. Vous connaissez cette formule, hein, les victoires à la Pyrrhus. Et les victoires à la Pyrrhus, ça consistait en ceci que à chaque fois, alors Pyrrhus se battait contre qui? À Pyrrhus, le vrai Pyrrhus, si je puis dire, le 2, Pyrrhus 2, c'était moins 300 avant Jésus-Christ. Donc c'est beaucoup plus récent, quoi. Moins 300. Et lui, il bataillait férocement contre les Romains et il gagnait. Il gagnait toutes ces batailles. Mais le problème, c'est que Pyrrhus, à chaque fois qu'il gagnait une bataille, il perdait une quantité d'hommes phénoménale. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle de victoire à la Pyrrhus, parce que c'était des victoires, mais avec des pertes colossales. Des pertes colossales. D'ailleurs, il a eu cette phrase qui est reprise par Lacan dans le chapitre. Il a eu cette phrase étonnante, Pyrrhus, il a dit, il avait des tas de victoires, on le félicitait, bravo, mais lui il disait, vous savez, hein, encore une victoire comme ça et je serais vaincu. Hein, encore une victoire comme ça et je serais vaincu. Parce qu'il se rendait bien compte que c'était affreux, quoi, Voilà, donc Pyrrhus, il était pris aussi dans un truc désirant un peu compliqué, qui était de vaincre, mais qui était contrebalancé par la peur de perdre. Et le désir ambivalent, c'est pour ça qu'il en parle Lacan, hein, le désir ambivalent de Pyrrhus, eh bien, c'était ça. C'était, ah oui, j'ai des victoires, et j'en veux d'autres, des victoires, mais ce que ça me coûte, ça va se terminer par une défaite. Je vais être vaincu un jour, à force de gagner, c'est sûr, etc. Donc, il y avait quelque chose de shakespearien quand même, du côté d'Hamlet, chez Pyrrhus. C'est pour ça que Lacan en parle. Je dis ça parce que Lacan n'explique pas trop pourquoi il en parle. Moi, j'ai un peu déroulé l'affaire pour cette histoire-là, quoi. Hein, voilà. Donc, Hamlet en Iran, ça, on l'a dit. Hein, voilà. Ah oui, à Pyrrhus, il a eu une fin étonnante. Hein, c'est que c'était un grand soldat, très honoré, vainqueur, etc. Et puis un jour, il se baladait dans une rue, et il y a une femme qui lui lançait une tuile sur la tête, il est mort. Voilà. Donc il a eu une fin lamentable. Il a eu une fin lamentable, il a reçu une grosse ardoise sur la tête. Et pour un combattant de cette renommée, c'était pas la gloire, hein. C'était pas la gloire, la très grande gloire. Alors Lacan poursuit, c'est page 305 au seuil, hein, bien sûr, tu vois. Il dit Hamlet, c'est injouable en français. Il dit ça carrément. Hein. On ne peut pas le jouer en français parce que les termes employés par Shakespeare sont tellement complexes, tellement teintés d'un sens si particulier,
souvent très violents, la plupart du temps extrêmement violents, voire vulgaires, éventuellement. C'est tellement teinté de ça que les traductions françaises sont toujours à côté, sont toujours à côté de la plaque. Bon, je veux bien le croire, Lacan était très élitiste par rapport à ça. Vous savez, je vous avais dit qu'il lisait Freud uniquement en allemand, hein, uniquement en allemand. Il lisait les pièces de Shakespeare en anglais. Voilà, et il ne voulait pas les lire en français. Et il n'a jamais lu quoi que ce soit de Freud en français. Ça ne l'intéressait pas. Il disait que c'était très mal traduit, que ça restituait pas du tout le sens de ce que voulait dire Freud, etc. Donc il exagérait un peu quand même, hein, parce que moi je parle pas allemand, et donc j'aurais fait comment pour lire Freud si j'étais obligé de le lire en allemand, j'aurais été quand même un peu dans la difficulté, quoi. Hein. Donc il va un petit peu loin quand même quand il dit ça, mais il était comme ça, c'est parce que lui il parlait allemand couramment, et il parlait anglais couramment, etc. de manière très fluide, y compris l'allemand le plus classique, l'anglais le plus classique, ça lui échappait pas. Donc il pouvait lire ces trucs-là et en attraper les plus subtiles finesses, ce que moi je ne pouvais pas faire, bien entendu, hein, bien sûr. Alors il dit, justement par rapport au drame édipien dont je vous ai parlé tout à l'heure, il dit cependant, ce n'est pas le drame éternel du conflit contre le père. Vous voyez, c'est ça. Il dit, c'est pas seulement le drame du conflit contre le père, le drame édipien, cette pièce d'Hamlet. C'est pas seulement ça. C'est que c'est le désir de l'homme est pris. Alors, il a une jolie formule là. Hein. Il dit, le désir de l'homme est pris dans un filet d'oiseleurs. Vous savez, les oiseleurs sont des gens qui attrapent des oiseaux avec des filets. Hein. Et donc, des petits filets très fins, et les oiseaux se prennent dedans. C'est pas très gentil d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui les attrapent comme ça. Et qu'est-ce que le filet d'oiseleur pour Lacan? Eh bien, c'est l'ordre symbolique. Et je vais vous expliquer ce que c'est, parce que je l'ai déjà fait 1000 fois, mais il y en a qui arrivent ici peut-être pour la première fois. Donc, il faut savoir ce que c'est que l'ordre symbolique pour Lacan. Eh bien, ça rejoint un peu la notion de l'autre avec un A majuscule que je vous ai développé tout à l'heure. Hein. On peut dire que c'est la même chose d'une certaine façon. Hein. Et l'ordre symbolique, c'est l'ensemble des symboles. Hein. Donc on peut dire S1, S2, S3, S4, S5, S6, etc. À l'infini d'un côté, à l'infini de l'autre, moins l'infini, plus l'infini. J'insiste sur le fait que c'est pas des ensembles, hein, c'est pas un ensemble. Parce qu'on pourrait dire, c'est un ensemble qui n'a pas son correspondant parce qu'il ne peut pas être contenu dans un autre ensemble, ben c'est pas vrai. Il peut être contenu, cet ensemble infini peut être contenu dans un ensemble infini plus grand. Ça paraît bizarre, hein, un ensemble infini plus grand. Mais c'est les mathématiciens qui disent ça, pas moi. Moi, je ne suis pas mathématicien. Donc, mais je l'ai lu chez des mathématiciens très, très éclairés, très renommés. Donc voilà, je n'ai pas de raison de ne pas les croire. Je les crois sans comprendre exactement. Je ne peux pas développer ça, moi. Hein. Ce n'est pas dans mes cordes. Et cet ordre symbolique, il a ceci de particulier, c'est que avant que nous arrivions sur Terre, il est déjà là. Hein, il est déjà là. C'est-à-dire qu'il ne vous attend pas, l'ordre symbolique. Il ne vous attend pas. Hein. Donc, il est là. Et vous, en tant que sujet, vous ne faites que vous insérer, en tant que sujet barré comme ceci, vous ne faites que vous insérer entre les symboles. Vous êtes pris dans le filet d'oiseleur. Vous êtes pris dans le filet d'oiseleur dont il parlait tout à l'heure. Votre désir est pris dans le filet d'oiseleur. Ce qui veut dire que finalement, parce que Lacan avait cette phrase que beaucoup de gens ne comprennent pas, et pourtant on arrive à l'expliquer. Il disait le désir, c'est le désir de l'autre. Je vous l'écris textuellement parce que ça c'est une phrase très importante chez Lacan et pas forcément toujours bien expliquée. Le désir est le désir de l'autre, avec un A majuscule. Pour vous l'expliquer, je reviens à ça. Donc, vous êtes inséré vous êtes pris, inséré, intercalé dans la chaîne signifiante. Il appelle ça une chaîne signifiante, la chaîne des symboles, la chaîne symbole, il appelle ça la chaîne signifiante. On est pris dedans et elle nous détermine. C'est-à-dire que cette chaîne signifiante, elle est là avant nous. On peut l'expliquer simplement en disant que avant que vous arriviez sur Terre, vous pouvez être nommé par vos parents. Hein. Vos parents peuvent dire, il s'appellera Jules, vous êtes déjà nommé.
hein, alors que vous n'êtes pas là, vous êtes déjà nommé, vous êtes déjà dans l'ordre symbolique, vous voyez. Et une fois que vous êtes décédé, eh bien, vous pouvez très bien avoir une pierre tombale sur laquelle écrit votre nom. Donc, vous êtes encore nommé après votre mort, vous êtes toujours nommé, hein, vous êtes toujours nommé. Et donc, pourquoi? Ben parce que cet ordre symbolique-là, il ne nous attend pas, il est là, il est. Lacan dit simplement, il est. Et il place ça justement du côté d'Hamlet en disant, ben c'est ça le to be d'Hamlet. C'est ça le to be d'Hamlet. Vous voyez, quand on lit le chapitre, on ne comprend pas. Mais on peut l'expliquer simplement, et c'est pas faux ce que je vous raconte là, c'est juste, hein, c'est juste, il est. Parce que cette espèce de chaîne signifiante, elle est là tout le temps. Et il avait même une image, une petite métaphore, Lacan, par rapport à ça, pour l'expliquer aux gens qui n'arrivaient pas à comprendre. Il disait, mais pensez aux hiéroglyphes dans le désert, les hiéroglyphes déchiffrés par Champollion. Eh bien, ils sont là dans le désert avec ce qu'ils veulent dire, que vous viviez ou que vous ne viviez pas. Les hiéroglyphes n'en ont rien à foutre de vous. Que vous soyez vivant ou pas, ils sont là dans le désert, ils sont présents. Vous n'avez pas besoin d'exister pour qu'ils soient là. Et quand vous êtes mort, c'est pareil, c'est là. Tant pis pour vous, les hiéroglyphes n'en ont rien à faire. Et d'ailleurs, il disait la même chose de l'autre. Hein. Il disait, l'autre n'en a rien à faire de nous. L'autre avec un A majuscule n'en a rien à faire de nous. Ce qui est un peu décevant, hein, d'une certaine façon, d'entendre ça. C'est un peu attristant, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et accepter ça, je me répète, mais c'est ça la castration, en termes psychanalytiques. C'est ça la castration. Hein. C'est pas tellement la peur qu'aurait le petit garçon de perdre son sexe, ou la petite fille de ne pas en avoir. Parce que ça, c'est un peu l'imagerie d'Épinal. Hein. C'est essentiellement la crainte de ne pas de perdre la puissance, de perdre la puissance, hein, et de ne pas posséder l'autre, ne pas posséder l'autre. Et d'ailleurs, cet autre, Lacan dit, il n'est pas garanti. Pour nous, il n'est pas garanti parce que, eh bien, nous ne pouvons pas le saisir dans son entier. Donc, il n'est pas garanti. Il n'y a pas d'assurance vie de l'autre, si vous voulez, quoi. Hein. Ça peut pas se faire. Ça peut pas marcher. Et donc, je reviens sur la question du désir. On peut se poser une question quand même. Hein. Elle est un peu vertigineuse, mais il faut bien se la poser. Si vous vous dites qu'il y a un ensemble de symboles infinis qui s'appelle l'autre et qui est là avant qu'on arrive sur Terre et qui est encore là après qu'on soit parti. Oh, ça pose quand même un problème métaphysique assez terrible quand même. Hein. Ça veut dire, mais ce truc-là qu'on appelle l'autre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous veut? Et Lacan le disait en italien, il disait che vuoi. Hein. Il faisait parler l'autre en disant che vuoi. Qu'est-ce que ça nous veut, cette histoire-là? Ça nous détermine, hein. On est déterminé par l'autre. Forcément, puisque tous les symboles sont dans l'autre. Tous les symboles sont dans l'autre. Donc forcément, ils nous déterminent. Quand l'enfant tout petit attrape maman, papa, manger, boire, etc., eh bien, il est déterminé par l'autre. C'est l'autre qui lui amène ces symboles. Il est même surdéterminé. Quand on disait nous sommes surdéterminés par l'autre. Surdéterminés par l'autre. Et donc, cette surdétermination par l'autre, eh bien, elle est pour nous une source de questions. Que nous veut, est-ce que l'autre n'aurait pas un désir pour nous? Est-ce que l'autre n'aurait pas un désir pour nous? Vous savez, je vais vous donner une métaphore un peu grossière, un peu triviale, mais elle me vient comme ça tout d'un coup là. Quand on se pose la question des extraterrestres, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils vont pas arriver avec leur soucoupe volante verte un jour ou l'autre? Enfin, c'est eux qui sont verts, c'est pas les soucoupes volantes, je ne sais pas quelle couleur elles sont. Et donc, est-ce qu'ils vont pas débarquer, etc. Eh bien, quand on se pose cette question-là, on pose la question, qu'est-ce que l'autre nous veut? Ni plus ni moins. Qu'est-ce que l'autre nous veut? Hein? Si on se pose la question des soucoupes volantes, c'est une question qui est posée à l'autre, et il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse parce que l'autre ne répond pas. L'autre ne répond pas. L'autre avec un petit A, l'autre de l'altérité, lui, celui-là, il répond. Votre copain, votre copain, votre copine, l'autre répond. L'autre avec un A minuscule répond. Mais l'autre avec un A majuscule ne répond pas. Oui. Il n'y a pas d'autre de l'autre, c'est-à-dire que l'autre est infini, vous ne pouvez pas le définir.
il vous est impossible de définir l'autre. Hein. Et vous pourriez vous dire, ben, peut-être qu'il y a un dictionnaire, j'emploie des images hein, pour faciliter la compréhension, peut-être qu'il y a un dictionnaire qui pourrait contenir cet autre-là, du coup, on trouverait dans ce dictionnaire cet autre-là, et ça nous rassurerait. Il y aurait, si vous voulez, je vais vous dire exactement ce que dit Lacan, il y aurait un regard. S'il était inclus dans un autre dictionnaire, l'autre, il y aurait un regard sur l'autre avec un A majuscule, un regard extérieur. Un regard extérieur. Or, pour répondre à votre question, il ne peut pas y avoir de regard extérieur sur l'autre, puisque c'est pas un ensemble, c'est un lieu infini qui contient tous les symboles. Donc il ne peut pas y avoir de regard extérieur là-dessus. C'est impossible puisqu'on ne peut pas en faire une brassée, on ne peut pas l'attraper. Hein. Donc on ne peut pas mettre un œil ici, si vous voulez. On mettrait l'autre ici comme ça, et on mettrait un œil ici. Voilà. Ben ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas d'autre de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire hein? Est-ce que j'ai été à peu près clair? Parce que votre question, elle est pertinente et il n'est pas facile d'y répondre, je peux vous assurer. Il n'est pas simple d'y répondre du tout. Hein? Parce qu'il y a plein de gens, même qui se disent férus de Lacan, qui parlent Lacan toute la journée, et qui n'ont rien compris à ce que c'est que l'autre. Moi, j'en vois sur Internet qui écrivent des dizaines de pages sur l'autre. On voit qu'ils n'ont rien pigé que dalle. Quoi, hein. Ils sont dans des contresens. Hein. Mais bon, après, il y en a qui ont compris. Il n'y a pas que moi, hein, bien sûr. Hein. Mais il y en a beaucoup qui s'enferment. Parce qu'il y a des tas de gens qui veulent absolument avoir la même compréhension que Lacan. Hein, voilà. Mais on ne peut pas. Moi, je n'ai pas cette prétention-là. Donc, je fais ça à ma hauteur et toujours en essayant de ne pas trahir le texte lacanien. Voilà. C'est ça qui est important. La lettre lacanienne, il faut essayer de ne pas la trahir, parce que si on la trahit, ça n'a plus aucun intérêt. Si on commence à faire une espèce de simplification, il y a eu des bouquins simplifiés hein, sur l'explication de Lacan qui valent rien. Hein. Il y en a un qui s'appelle Fage, oui, Fage, il a écrit un bouquin sur comment lire Lacan. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. C'est une simplification éhontée où on passe à côté de tout. Hein. Donc, et il y en a des très bien. Il y a aussi des bouquins expliquant Lacan, mais c'est toujours un peu dangereux, hein, les bouquins qui expliquent Lacan. Hein. Moi, je trouve qu'il vaut toujours mieux le lire, quitte à ne pas comprendre. Entendez-moi, quitte à ne pas comprendre tout de suite. Hein. Et donc, à vous relire, à relire, jusqu'à que la compréhension advienne. Mais Lacan lui disait tout le temps, hein, il disait tout le temps, parce que quand il avait en face de lui, il avait des gens extrêmement savants en face de lui, mais pas seulement. Il y avait entre 800 et 1000 personnes à chaque fois à son séminaire, hein, quand même. Hein. C'était à la Sorbonne, c'était à Assas, c'était à Normal Supérieur, etc., à l'hôpital Sainte-Anne, dans des très grandes amphithéâtres et dans de très grandes salles. Il y avait beaucoup de gens qui restaient dehors, d'ailleurs, parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer. Et donc, il y avait des tas de gens il y avait quelques personnes qui comprenaient ce qu'il racontait, il y avait une grande majorité qui ne comprenait absolument rien. Seulement, Lacan avait une façon de parler, une façon de dire des choses tellement étonnantes qu'il y avait une fascination. Ça mettait les gens dans une espèce de semi-coma, si vous voulez. Quoi, hein. Ils étaient là, hébétés, en hypnose, devant Lacan. Quoi. Ils disaient, oh là là, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ils ne comprenaient rien. Et Lacan leur disait, mais c'est pas grave, vous comprendrez après. Vous comprendrez après. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, eh bien, si vous m'écoutez ou si vous me lisez, non, vous ne voulez pas lire parce qu'il ne voulait pas être publié. Si vous m'écoutez, si vous prenez des notes, quand vous relirez vos notes, ben, tout d'un coup, l'explication vous apparaîtra. Voilà. Parce qu'il faut, c'est un travail mental aussi. Hein. C'est pas le fait seulement de se pencher dessus et comme un écolier et devoir résoudre une équation ou une addition. Non, 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 c'est un travail qui peut se faire malgré vous d'une certaine façon. Oui, c'est ça qu'il voulait dire Lacan. Hein. Malgré vous, vous allez finir par comprendre. Et c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé des tas de fois. Hein. Ça m'est arrivé des tas de fois de me heurter à des trucs vraiment. Dans certains séminaires, il y a des trucs d'une complexité mais monstrueuse, quoi. Hein. Ou pire, RSI, c'est deux séminaires. Il y en a un qui s'appelle RSI, réel, symbolique, imaginaire, et l'autre s'appelle ou pire. Ah la vache, oh, faut s'accrocher, alors là, faut s'accrocher au bastingage. Hein. Surtout qu'il était environné de mathématiciens super huppés de normal supérieur, c'est-à-dire la fine fleur de la mathématique française, et que lui-même, qui était très doué en mathématiques, se lançait là-dedans.
Et là, pour le suivre, il fallait s'accrocher quand même. Hein. Il fallait s'accrocher. Là. Donc là, les gens, je pense qu'il y avait la majorité des gens qui ne comprenaient absolument rien. Hein. Sauf certains initiés. Il y avait des initiés quand même. Il y en avait. Hein. Oui, il y en avait. Mais c'était pas la majorité. Hein. Donc, ah oui, quand même, le temps passe vite. Hein. Oui. Et ensuite, alors, oui, il parle de la acte par acte, si vous voulez quoi. Il avance dans le chapitre, acte par acte, acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Il n'aborde pas l'acte 5, hein, parce que il a pas, sans doute, il n'avait pas le temps, il aborde peut-être plus tard, etc. De toute façon, l'acte 5, c'est là, tout le monde est mort, voilà, c'est le carnage et tout ça. Et il parle un petit peu du deuil, justement, il parle un petit peu du deuil de Gertrude et puis de Claudius. Parce que Gertrude et Claudius, voilà, ils sont pas du tout tristes de la mort de Hamlet père. Hein. Ah non, 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 pas du tout, ils sont même très contents. Hein. Ils sont même très contents, et ils disent, Lacan reprend cette phrase, hein, il est temps de quitter notre deuil, nous pourrons pleurer d'un œil et rire de l'autre. Vous voyez, c'est Claudius et Gertrude qui disent ça. Donc c'est pas d'une grande élégance quand même, hein, vis-à-vis de Hamlet père qui est encore chaud pratiquement. Hein. On peut pleurer d'un œil, rire d'un œil et rigoler de l'autre. Hein. Oh, allez hop. Hein. Et après, il y a cette phrase qui est reprise aussi, il la reprend page 308, hein, cette phrase-là, qui est assez drôle, il dit « Le rôti des funérailles n'aura pas le temps de refroidir pour servir au repas de noces. » Le rôti des funérailles d'Hamlet, père, n'aura pas le temps de refroidir pour les noces de Claudius et de Gertrude. Bon, il pourra servir aux deux, tellement le deuil est vite fait. Le deuil est vite torché. Oh, bon, pas de tristesse, pas de sentiment particulier, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Rien du tout. Hein. Et puis, alors, il parle du fait que le spectre apparaît dans l'acte 2, le spectre apparaît à Hamlet, son père lui apparaît, quoi. Hein. C'est son père qui lui apparaît. Hein. Pour lui dire, il faudrait quand même que tu... Alors, il lui dit, évidemment, il faudrait quand même que tu te décides à me venger et à tuer Claudius. T'es quand même un sacré imbécile, quand même. Qu'est-ce que t'attends? Hein. Il dit ça en gros, quoi. Hein. Mais en même temps, il lui dit, mais tu sais, moi, je suis mort, d'accord, hein, mais il faut que tu saches que je suis dans des conditions épouvantables. Hein. Je vis dans des conditions épouvantables. C'est l'horreur absolue ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit exactement, mais que tout est moche, que tous les gens sont cons, etc., qu'il a affaire que des abrutis, et que tout est triste, sordide, noir, etc., là où il est. Et il dit ça, que vraiment, il aimerait bien en sortir de l'horreur de sa condition. Hein, ça. Et il dit ne pas pouvoir révéler là où le lieu où il se trouve. Et bizarrement, tout le monde pense que le premier commandement qu'il a fait à Hamlet, c'est « tue Claudius pour me venger ». Eh ben non, c'est pas ça qu'il a dit en premier. Il a dit « il faudrait », je peux les termes exacts, je sais plus trop, je regarde si je trouve les termes exacts, non, je sais pas. Enfin, en gros, il lui dit si vous, écoute, mon cher fils, tu vas un petit peu trop loin dans le rejet de ta mère. Je sais que tu hais ta mère parce qu'elle a épousé le félon Claudius, mais tu vas trop loin. Donc, essaye de tempérer un petit peu ta haine vis-à-vis de ta mère. Et donc, ça interpelle vraiment Lacan, ça, parce que il dit finalement, c'est pas le premier commandement n'est pas, c'est un peu comme dans l'Ancien Testament, quoi. Le premier commandement, ça n'est pas va tuer ton père, mais c'est aime ta mère, désire ta mère. Donc Lacan tout de suite s'engouffre là-dedans et il dit le premier commandement de Hamlet père, du spectre, c'est la question du désir. C'est la question du désir, et en l'occurrence du désir de la mère. Vous voyez? Donc c'est paradoxal, hein, ça surprend quoi un petit peu. Et Lacan, qui est fine mouche quand même, il a attrapé ça. Il a vu ça parce qu'il a lu je vous l'ai dit, il a lu la pièce en anglais dans les moindres recoins, donc il attrape toutes les finesses. Hein. Et donc, il dit, ce qui est en cause pour Hamlet de manière beaucoup plus importante que le fait de tuer son père, c'est qu'en est-il du désir de sa mère? Qu'en est-il de son propre désir vers sa mère? Et quel est le désir de sa mère vers lui? Voilà. Hein. Il a beau la haïr et lui dire qu'elle est qu'une traînée, parce que c'est un peu ça quand même, hein, eh bien,
la question du désir qu'elle pourrait lui porter, c'est quand même crucial pour lui, quoi. Il n'est pas à l'aise avec ça. Il n'est pas à l'aise avec ça, et il aimerait bien avoir quelques réponses concernant ces histoires-là, quoi. Hein. Alors, il n'en a pas vraiment, hein, bien sûr, mais ça, parce que sa mère lui dit un peu plus loin dans le chapitre, parce que le temps passe, il lui dit à Hamlet, oui, ben tu en dis trop, il faudrait que tu parles moins, etc. Voilà, tais-toi d'une certaine façon, quoi. Hein, tais-toi ou ferme ta gueule, même d'une certaine façon, quoi. C'est un peu ça, quoi. Hein. Bon, et donc, alors oui. Après, on saute un petit peu là quelques passages parce qu'on est obligé, question par rapport au temps et le désir de la mer, le désir de la mer. Si quand même, j'insiste sur une petite chose, c'est que Lacan identifie le désir de la mer. Pour lui, c'est l'équivalent du désir que je vous ai nommé tout à l'heure, le désir de l'autre, que l'autre pourrait nous porter, que les martiens pourraient nous porter. Pour lui, c'est pareil. C'est pareil. Le désir de la mer, c'est le désir de l'autre. Et donc, Lacan propose cette interprétation d'Hamlet et le désir d'Hamlet comme étant impossible. Impossible. Parce que c'est le désir de l'autre. Et l'autre, comme on ne sait pas ce que c'est vraiment, on ne sait pas ce que l'autre nous veut, che vuoi. Je ne sais pas si ça s'écrit vraiment comme ça en italien, si je crois que si. Y a-t-il des italianisants qui peuvent me dire si c'est pas C-H-E-V-O-I? C'est bon ça ou pas? Che vuoi? Ça va? Bon, bah, tant mieux. Donc, che vuoi, ben, on n'en sait absolument rien. Et donc, du coup, ben, la grande question pour Hamlet, c'est quel est le désir de sa mère pour lui, quoi. Il n'en sait rien. Il voudrait bien le savoir, quand même. Il voudrait bien le savoir. Et ça aussi, ça arrête son bras. Ça arrête son bras, puisqu'elle est quand même la femme de Claudius. Elle est devenue la femme du traître, du félon. Donc, c'est compliqué, quoi. Et donc, c'est central aussi ça, dans ce chapitre-là, le désir de la mère, ininterprétable. Ininterprétable pour Hamlet. Voilà. Et ça le titille. Ça le titille énormément. Et il y a une autre chose qui titille beaucoup Hamlet, c'est que il voudrait bien être sûr que c'est Claudius qui a tué son père. Parce qu'il n'en est pas tout à fait sûr. Il se dit, mon père me dit ça, mais mon père, c'est jamais qu'un spectre, c'est jamais qu'un fantôme. Donc un fantôme, est-ce que c'est fiable? Pas si sûr. Donc il vaut mieux que j'arrive à savoir ça autrement. Alors comment il fait? Eh bien, il a ses copains, là, je vous ai parlé tout à l'heure, Guildenstein et Rosencrantz, une espèce de pieds nickelés, des voyous, là, traîtres et agents doubles, voilà, qui lui propose des acteurs. Et tiens, il dit à Hamlet, tiens, voilà des acteurs, si tu veux faire une pièce du théâtre, voilà des acteurs, à l'intérieur de la pièce. Hein. Hamlet se dit, ah, c'est pas con ça, c'est pas con, je vais faire une pièce tellement bien foutue que ça va et je vais demander à Claudius de venir la voir. Et sa réaction émotionnelle va le trahir, obligatoirement. Et cette pièce, à l'intérieur de la pièce d'Hamlet, il y a une pièce qui s'appelle La Souricière. Porte bien son nom, hein, La Souricière. La Souricière, et qui met en action un monsieur qui s'appelle Lucius. Lucius, vous voyez, ça va du côté de Lucifer, puis ça ressemble un peu à Claudius aussi. Hein. Donc voilà, c'est déjà un peu imagé, quoi. Hein. Lourdement imagé pour qu'on comprenne. Et puis, il y a les intrigues entre ce Lucius et une famille italienne très connue, j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave. Une famille d'Italie très renommée et très riche, très puissante. Voilà. Et dans ce qui se passe dans cette pièce, eh bien, il y a un meurtre exactement du même tonneau que celui de Claudius envers le père d'Hamlet. Exactement le même. Exactement le même. Donc, Claudius, il assiste à cette pièce-là, qui est en train de lui représenter ce qu'il a fait, d'une certaine façon. Le meurtre qu'il a commis, il est en train d'être représenté au théâtre, dans le petit théâtre d'Hamlet, le fiston d'Hamlet père, le fiston du spectre. Et donc, quelle est la réaction? Et Lacan donne la réaction de Claudius. Claudius, il dit, il est épouvanté. Il dit, lumière, lumière, lumière.
Hein. Allumez les lumières pour que ça se termine cette pièce insupportable. Lumière, lumière, lumière. Donc voilà, et en entendant lumière, 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 Hamlet dit à son copain qui s'appelle Horatio, qui est son grand copain, il lui dit, bah tu vois, il n'y a plus aucun doute, hein. Oh, il n'y a plus aucun doute, c'est lui, mais c'est lui. Ah oui. Parce qu'il a été pris, il a été attrapé par la souricière, par la pièce La Souricière. Il a été attrapé dans le filet de Hasler, d'une certaine façon lui aussi. Il s'est pris les pieds dans le tapis et il s'est trahi. Il s'est trahi. Alors, une fois qu'il a été trahi, qu'il s'est trahi, pardon, Claudius, il a un remords épouvantable par rapport à son meurtre. Tout d'un coup, il a des remords. Il a des remords. Voilà. Un peu comme le dit du vieux marin tout à l'heure qui a tué l'albatros. Claudius a des remords et il va voir Gertrude, la femme de Claudius, sa mère. Non, pas sa mère. Il va voir Gertrude, Claudius, c'est pas sa mère, c'est sa femme. Il va voir sa femme, et il dit, j'ai des remords, c'est épouvantable, je ne me sens pas bien par rapport à ce que j'ai fait, etc. Et il se met à genoux devant elle. Il se met à genoux devant elle, je te supplie de me pardonner, il faut que j'ai le pardon de ce que j'ai fait, c'est atroce, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Qui que voilà, Hamlet arrive exactement à ce moment-là. Et il voit Claudius à genoux, au pied de Gertrude, en train de se repentir. En train de se repentir. Alors il se dit, merde alors, s'il est en train de se repentir, je peux pas le tuer. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il est en train de se repentir? Si je le tue, ben, il va aller au ciel. Il va aller au ciel. Il va trouver le bonheur éternel. Donc c'est pas possible. Je peux pas le tuer. Donc il le tue pas. Il le tue pas. Là, il était prêt à le tuer. Hein. Il a dit, je vais le tuer maintenant, je vais le tuer. Cette fois-ci, il avait l'épée, le poignard, je ne sais plus ce qu'il avait exactement. C'était bon, cette fois-là, c'est la bonne, etc. Mais à le voir en train de se repentir au pied de Gertrude, ben, il ne peut pas. Je veux dire, alors que son père, à lui, Hamlet le père, on dit, Lacan le répète dans son chapitre, on dit toujours, il est mort dans la fleur de ses péchés. Ça pose un problème aussi à Hamlet, ça. Hein. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas repenti de toutes les fautes qu'il avait commises, parce qu'il avait commis des fautes, hein, le père en question, le père d'Hamlet, Hamlet, le spectre. Mais lui, il est mort dans la fleur de ses péchés. Donc c'est compliqué de le venger aussi, parce que il est mort pécheur. Hein, vous voyez, c'est curieux, hein, il y a des choses. La pièce, elle est d'une richesse inouïe, cette pièce, hein, inouïe. Donc, effectivement, il faut la lire, mais là, j'essaye de vous la restituer un petit peu laborieusement, un peu, bien sûr, parce que c'est compliqué de retranscrire une pièce de Shakespeare. C'est un peu comme Lacan, si vous voulez, quoi. Quand on la simplifie exagérément, la pièce de Shakespeare, on la dépouille. On la dépouille, on la rend fade, et puis, j'essaie de ne pas trop faire ça, quoi. Autant que faire se peut, quoi. Hein. Et donc voilà, il peut pas la tuer à cause de ça, c'est pas possible. Voilà. Parce qu'il le tuer parce qu'il se repentit. Il se repentit. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il dit qu'il tue. C'est dans cet acte-là, c'est au niveau de la chronologie de la pièce, hein, qu'il tue Polonius par erreur. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il avait transpercé le bidon au travers d'une tenture en croyant que c'était Claudius. C'était pas Claudius, c'était Polonius, le père d'Ophélie quand même. Hein. C'est embêtant, parce que le père d'Ophélie, son amoureuse quand même. Hein. Donc l'avoir tué, c'est pas top. Hein. Et puis, mais il s'en fout complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est là qu'il dit, puisque Claudius arrive, puis Gertrude aussi, et puis Polonius arrive aussi, pas Polonius, puis il est mort. Tout un tas de gens arrivent et lui disent, mais qu'est-ce que tu as fait du corps? C'est là qu'il dit, ben, il shall know, il va finir par puer. Donc on n'a pas à s'en faire, de toute façon on le trouvera bien dans le palais, il est dans le palais hein, du roi, il est dans le palais de Claudius, quoi. Il l'a tué là-dedans, derrière une tenture. On finira bien par le sentir, et ce jour-là, dans quelques jours, rien qu'à la trace odorante, on va le trouver, quoi. Y a pas... Puis on s'en fout, de toute façon, il dit. On s'en fout. Il n'y en a rien à battre de n'avoir tué. Et c'est là qu'il y a cette phrase, et peut-être que je vais être obligé de terminer avec ça, parce que l'heure va m'y obliger, oui. C'est là qu'il dit, le corps, c'est Hamlet qui dit ça, textuellement, après avoir tué Polonius, et après avoir dit, il va finir par sentir, il dit, le corps est avec le roi, le corps est avec le roi. Je termine à toute vitesse là-dessus, parce que c'est ce qui est le plus compliqué dans le chapitre.
Mais bon, c'est pas très grave. Le corps est avec le roi, et en dessous, une deuxième proposition, il dit le roi n'est pas avec le corps. Il ne faut pas se gourer, hein, parce que vous vous gourez sur une seule des sous-propositions, tout est faux. Il n'est pas avec le corps. Le roi n'est pas avec le corps. Alors, si on prend ça au premier degré, on peut comprendre assez facilement que le corps est avec le roi. Ben oui, parce que le corps est dans le palais du roi. Il est dans le palais, donc il est bien avec le roi. Hein. Mais le roi n'est pas avec le corps. Oui, parce que le roi est absent. Le roi est absent. Donc il y a des tas de gens qui s'en tiennent à cette interprétation-là. Bon, elle n'est pas fausse, hein. Elle n'est pas fausse, elle est vraie, mais elle est premier degré. Elle est premier degré. Mais pour Lacan, c'est pas ça. Ça n'intéresse pas, cette interprétation-là. Je vais très très vite. Oui. C'est qu'il dit en fait le roi, la fonction royale. Le roi, c'est une fonction. C'est une fonction royale. Et d'une certaine façon, la fonction royale, elle n'a pas besoin qu'il y ait un roi. Elle existe, la fonction royale. Elle peut être habitée par un corps à un moment donné, et par un autre après. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Élisabeth Ier et de Jacques Ier qui lui a succédé. Eh bien voilà. Hein. La royauté a été habitée par Élisabeth Ier et ensuite par Jacques Ier. Donc voilà, c'est pas tellement compliqué à comprendre. C'est la fonction royale. Donc c'est une fonction symbolique. C'est une fonction symbolique. Et c'est une fonction de puissance, de pouvoir, quasi infini. Du coup, on se rapproche là aussi encore, une fois de plus, chez Lacan, comme toujours, comme très souvent, de la notion d'autre. Ce pouvoir-là, c'est quelque chose comme l'autre lacanien. Là où il y a tous les symboles. Ben oui, parce que le roi, il est supposé tout avoir, tout posséder, tout connaître, avoir le pouvoir sur tout, sur tout et sur tout le monde. Hein. Encore plus s'il est empereur, mais enfin nous, on peut mettre ça sur le même plan. J'ai dit, il y a eu pas mal de rois qui ont voulu devenir empereurs, donc ils avaient un imaginaire qui leur faisait croire qu'ils allaient être encore plus rois et plus puissants, plus autres avec un A majuscule en étant empereur qu'en étant roi. Bon, enfin bon, ça c'était un peu de la stupidité, mais c'était comme ça. Même Napoléon a fait ça. Hein. Non, Napoléon n'a jamais été roi, donc je dis une bêtise. Hein. Il a été consul, mais il n'a pas été roi. Donc, mais c'est lui, Napoléon Bonaparte, qui a été roi, et puis, enfin, ouais, qui a été roi, pas empereur, si empereur. Si. Ouais. Tu vois, il y en a qui n'en ont jamais assez, quoi. Hein. Il y a eu Bokassa aussi, hein. Bokassa, qui était empereur. Donc, oui, c'est ça, voilà. On est chez l'autre, quoi. Hein, voilà, dans cette histoire de fonction royale. Et donc, du coup, la fonction royale, la fonction royale, si vous voulez, le pouvoir, il est habité par le corps, par des corps différents. Et d'une certaine façon, si vous voulez, le pouvoir n'en a rien à faire du corps. Le roi n'est pas avec le corps. Hein, vous vous rappelez de ça? Le roi n'est pas avec le corps. C'est la deuxième proposition. Le roi n'est pas avec le corps parce que ça peut être un corps indéterminé qui habite la fonction royale. Hein. Et le corps est avec le roi, bah oui, parce que n'importe quel corps peut venir habiter le roi. C'est pareil, c'est pareil. C'est la même chose, hein. Vous voyez? Donc vous voyez qu'on peut, quand on lit le texte lacanien, on comprend rien. Enfin, pour des gens pas initiés. Parce qu'il explique rien, Lacan. Hein. Il fait la citation dans le chapitre hein, de ces deux phrases-là. Le corps est avec le roi, mais le roi n'est pas avec le corps. Et puis il l'explique pas. Hein. Enfin, il l'explique vaguement, mais pardon. Pardon. Comment ça, les deux corps du roi? Il n'y a pas de corps hein, du roi. Il y a le corps du roi, il y a les corps qui sont capables d'habiter la fonction royale. C'est tout, quoi. Hein. C'est tout. Oui. Le corps de la réalité, si vous voulez, quoi. Le corps de la réalité, le corps, la chair, capable d'habiter une fonction royale. Et ça, les corps du côté de la chair, ils sont innombrables, etc. Alors que la fonction royale, elle est intangible, elle a une odeur d'éternité,
et elle est, on peut pas la, j'allais dire l'ébrécher, c'est pas ça. On peut pas l'effacer, la fonction royale. Elle existera toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va venir la choper, l'habiter, etc. Vous voyez. Donc Lacan, ça l'intéressait de développer ça par rapport à cette histoire de corps dont Hamlet disait il va finir par sentir, et il rajoute Hamlet, il rajoute à ces deux propositions que j'ai effacées, j'aurais pas dû, il rajoute c'est une petite affaire, c'est une petite affaire, je termine là-dessus, c'est une petite affaire, pour dire quoi? Eh ben, pour dire ce que je viens de vous expliquer, à savoir qu'est-ce que ça peut bien faire que ce soit telle ou telle personne qui occupe la fonction royale. Aucun intérêt, on s'en fout. Hein, on s'en fout. Que ce soit Claudius qui occupe la fonction royale, ou que ce fût avant son propre père, Hamlet, oh, ça, il s'en bat. Non, il s'en tape, hein, si vous voulez, de cette histoire-là. Donc, je tenais absolument à vous expliquer ces phrases-là, parce que dans le texte lui-même, c'est pas de la tarte, vous allez comprendre, comme Lacan l'explique. Hein. Ben voilà, c'est pas mal pour aujourd'hui. J'ai pas tout fait, bien sûr, hein, parce qu'il y avait tellement de références que j'ai pas tout lu lire, mais je crois vous avoir donné les références les plus importantes. Donc, ceux qui veulent des bouquins peuvent venir les chercher maintenant. Hein. N'hésitez pas, il en reste 10. Hein. 10 de chacun. Vous prenez un. Alors, si possible, vous n'en prenez pas pour d'autres gens. Prenez, s'il en reste, oui, vous en prenez pour d'autres gens. Mais venez les chercher sans hésitation. Hein. Ils sont pour vous. Hein.